pense que ça peut te prendre littéralement genre 15 ans de ta vie à atteindre ton premier million, mais une fois que tu as fait ton premier million, faire le deuxième, ça peut te prendre 6 mois. Quand on les voit, les personnes qui critiquent Dubaï, ils arrivent à Dubaï, on les voit kiffer. On les voit vivre leur meilleure vie pendant 2 semaines, après rentrer à la maison et dire Dubaï, j'ai détesté. Une fois qu'on avait créé le produit, on s'est dit on va lancer ça sur TikTok et en fait le premier mois, surprise, on a fait. Pour vous, c'est quoi le plus dur entre faire ses premiers 0 à 10 000 euros, faire ses premiers 10 000 à 100 000 euros, ou faire ses premiers 100K jusqu'à atteindre le million? Salut à tous, bienvenue sur mon tout premier podcast de ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vais vous présenter deux guests, deux amis qu'on se connaît depuis un petit moment, qui sont dans le business et ils ont des parcours chacun très intéressants. Donc le but de ce podcast, c'est qu'à chaque fois, je te ramène des potes à moi qui sont dans le business depuis plusieurs années, qui ont fait pas mal d'argent dans des domaines respectifs et voilà, qui ont chacun des parcours intéressants. Donc là, actuellement, on est à Toulouse, c'est ma ville natale. Et le but, c'est que je te ramène des gens qui soient à Dubaï, en Suisse, un petit peu partout. Et comme ça, ça fait un panel d'entrepreneurs qui ont des parcours super intéressants. Et du coup, aujourd'hui, je te présente Anouar. Bonjour à tous, bonjour Bastien. Salut Anouar, merci d'accepter le podcast. Et William. Bonjour à tous, bonjour Bastien. Salut Will. Donc, deux parcours très intéressants. Les gars, on rentre direct dans le vif du sujet. Présentez-vous rapidement, on va commencer par toi Anouar. Ouais. Quelqu'un qui ne te connaît pas, quand tu es en soirée avec lui, te dit Anouar, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu lui dis? Ok, moi déjà je m'appelle Anouar, j'ai 28 ans, j'ai commencé l'e-commerce il y a 5 ans. Avant, un peu comme tout le monde, j'étais salarié et du coup, suite à un voyage en Australie, j'ai eu un petit déclic où je pensais partir là-bas en retrouvant l'Eldorado et en fait, au final, je me suis retrouvé à retravailler encore dans des boulots qui étaient vraiment durs. Et j'étais tombé du coup sur des vidéos de Yomi à l'époque, donc je pense qu'on connaît tous. Il a matrixé tout le monde, Yomi. Je pense que Yomi, il a vraiment matrixé tout le monde. Donc j'étais tombé un petit peu sur ces vidéos, un peu kitsch, Rolls-Royce, etc. Donc ça m'a vraiment donné envie. Et j'ai découvert le dropshipping et de cette manière-là, je me suis lancé dans l'e-commerce. Et aujourd'hui, je me suis retrouvé à créer plusieurs marques. Ok, donc tu as fait un petit peu de dropshipping. On en parlera plus tard, mais ça t'a saoulé le drop. Voilà, et aujourd'hui, je suis du coup le fondateur de My Better Period. C'est une marque que vous pouvez aller regarder d'ailleurs sur Internet, qui actuellement d'ailleurs est en précommande, mais on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Parfait. William? Moi, du coup, je m'appelle William, j'ai 24 ans. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a à peu près 5 ans. Donc, j'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale, donc j'ai toujours voulu me lancer. Donc, j'ai commencé dans le e-commerce. Et après, j'ai décidé de me diversifier dans différents secteurs, dans l'immobilier, dans la création de sociétés, la fusion-acquisition. Voilà, histoire de faire autre chose et de diversifier mes revenus. Ok. Vos âges, les gars, avant qu'on démarre? 24 ans. 24. Et 28, du coup, je suis le plus vieux ici. 28, ok. Bon, moi, ce qui me choque avec William, c'est déjà à quel point tu es jeune et à quel point tu crash-testes énormément de choses. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué chez William. C'est un mec, il va tester plein de business et forcément, c'est un mec qui il sort constamment de sa zone de confort. Et naturellement, il a des résultats que beaucoup n'ont pas parce que beaucoup aiment bien rester dans leur zone de confort. Et William, c'est un profil très intéressant. Et on aura l'occasion d'en... Merci. C'est vrai que moi, c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai remarqué en fait avec toute la génération, parce que comme j'ai dit, je suis un peu le plus vieux, donc j'ai 28 ans, mais j'ai remarqué que toute la génération du coup qui était née après les 2000 était beaucoup plus dans l'entrepreneuriat et finalement avait des résultats qui sont explosifs par rapport à certaines personnes qui sont nées par exemple dans les années 80-90 où ils ont, on va dire, travaillé dur toute leur vie pour au final arriver au même résultat que quelqu'un qui a 18 ans et qui fait... Et ça, tu penses que c'est dû à quoi? Qui étaient des mecs comme ça des années 2000 qui, je ne vais pas dire du jour au lendemain, parce que bon, ici on ne vend pas de rêve, le succès ça prend du temps. C'est clair. Mais qui arrivent à avoir des résultats massifs. Et peut-être, je ne sais pas, dis-moi toi ce que tu en penses, mais est-ce qu'ils se posent moins de questions et juste ils font? Qu'est-ce qui justifie ça? Je pense que l'avantage concurrentiel qu'ils vont avoir par rapport aux plus vieux, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ils baignent dans les réseaux. Et si on va, par exemple, sur TikTok, sur Instagram, au final, on a une multitude d'informations. Alors, bien entendu, le piège dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, donc il faut savoir filtrer. Mais en fait, c'est vrai qu'ils ont accès à de l'information gratuite que d'autres personnes devaient travailler leur réseau pour accéder à des infos comme ça. Ouais. C'est ça, et hormis la prise d'infos, aujourd'hui, la success story de beaucoup d'entrepreneurs permet d'avoir envie de se lancer rapidement, dans le sens où aujourd'hui, on a les infos et on a aussi la preuve que les choses peuvent marcher et assez rapidement. Mais même les podcasts, les gars. Parce qu'avant, moi je m'en souviens à l'époque, en e-commerce, c'était il y a 4-5 ans, quand c'était hype, mais qu'il n'y avait pas encore autant de monde que maintenant.
je me souviens, si tu avais des informations comme on a là maintenant à l'heure d'aujourd'hui, c'était facile de décoller. Ouais. Et là, avec tous ces podcasts qui arrivent, tous ces formats short sur TikTok, bon, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais vraiment, si tu travailles ton algorithme qui sait qui tu es, ce que tu recherches, tu as accès à l'info, mais trop facilement comparé à il y a quelques années en arrière. Bah moi, par exemple, les podcasts, c'est quelque chose qui a été un peu game changer dans ma vie en tant que consommateur parce que j'en ai tellement écouté, par exemple, quand je faisais des footings un petit peu à l'époque, etc. Et en fait, on apprend beaucoup de choses parce qu'en fait, on a un petit peu l'impression d'être autour d'une table avec la personne. Et en fait, ça va être des tips finalement qui vont être partagés autour d'une discussion. Et j'ai du coup eu la chance d'implémenter ces tips-là dans mes propres business. Et c'est vrai que c'est game changer, même pour les consommateurs finalement aujourd'hui, ce format podcast. Ok. Bon, petite question. C'est quoi, vous, qui vous a vraiment donné envie d'entreprendre? Pourquoi vous vous êtes dit, je sais pas, vous avez sûrement eu un taf du coup, d'après votre présentation. C'était quoi le déclic où vous vous êtes dit, putain, faut que je quitte ce taf de merde parce que je vais pas faire ça toute ma vie. Je me sens pas épanoui, je gagne pas assez de trucs peut-être. C'est quoi vraiment le déclic? Est-ce qu'il y a une situation dure que vous avez vécue qui vous a fait prendre conscience que vas-y, il faut que je trouve une autre solution? Moi, personnellement, j'ai toujours voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. Assez jeune, j'ai compris que le salariat, c'était pas forcément fait pour moi, que j'avais des objectifs, même financiers, beaucoup trop importants pour rester justement dans le salariat. Donc, à l'âge de 12-13 ans, je commençais déjà à regarder du contenu. Il n'y en avait pas énormément à l'époque, mais tout ce qui était possible de faire, de base l'immobilier. Après, on est rentré dans la vague e-commerce, donc c'est pour ça que je me suis mis là-dedans. Mais depuis toujours, j'ai voulu me lancer. J'ai attendu un petit peu parce qu'au début, j'avais pas forcément les finances pour me lancer. Et après, j'ai appris que l'argent n'était pas forcément le plus important. La motivation reste la chose la plus importante à avoir, à mon sens. Donc voilà, il n'y a rien de précis qui m'a donné envie de me lancer. Mais tu as plus ce côté fibre naturellement en toi qui a fait c'est ça. Ouais. À mon sens, c'est plus une fibre que j'ai toujours eue. Ouais. Donc, j'ai pas eu d'élément déclencheur, c'est pas le travail qui m'a fait dire je veux me lancer. Je savais que j'allais me lancer bien avant de tester le salariat. Tu avais une vie pas dramatique, pas compliquée, tu n'as pas eu de situation... C'est ça, pas de vie dramatique, pas de problème particulier, juste l'envie de me lancer, ne pas vivre la même vie que tout le monde et aller plus loin. Ok. Et toi, non? Moi, en réalité, je pense que j'ai toujours eu un petit peu cette fibre entrepreneuriale, comme William avait l'occasion de le dire. Et je pense d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez même plusieurs entrepreneurs qu'on a eu l'occasion de rencontrer tous ensemble à Dubaï, c'est qu'en fait, finalement, cette fibre entrepreneuriale, de base, on l'a ou on l'a pas. Et d'ailleurs, vouloir être entrepreneur, il faut aussi l'assumer parce que je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas être entrepreneurs. Et moi, en fait, en tout cas, ce qui m'a vraiment donné envie, comme je disais tout à l'heure, j'étais en Australie, je pensais que ça allait être l'Eldorado. Et en fait, il y avait un jour, j'étais parti travailler sur un port. En fait, je devais vider des conteneurs. Et en fait, dans les conteneurs, il y avait des packs de Perrier. Donc, chaque pack de Perrier, il y avait 12. C'était assez lourd. Et j'ai fait ça toute la journée pendant une semaine. Autant dire qu'en fait, j'avais pas de vie. En plus, je suis pas quelqu'un de très musclé. Donc, quand je rentrais chez moi, j'étais complètement KO. Et en fait, suite à ça, ça m'a vraiment remis en question. J'ai commencé presque à fondre en larmes parce que ça a été un coup dur. Et c'est vraiment à ce moment-là, en fait, que je suis allé sur YouTube et j'ai tapé, je pense comme 50% des gens, comment faire de l'argent en ligne. Comment devenir riche, comment faire de l'argent. Vraiment, moi, franchement, je cherchais pas forcément à être riche. Je cherchais juste à faire de l'argent sans forcément mettre en péril ma propre santé. Et c'est comme ça, du coup, que j'étais tombé... En fait, à l'époque, il y avait deux choix, donc la crypto ou le dropshipping. Enfin, le dropshipping, l'e-commerce de manière générale. Et c'est de cette manière, finalement, que je me suis penché plus vers l'e-commerce. Okay. Et puis, après, voilà, ça n'a pas été immédiat, les résultats, et je pense comme pour la plupart des gens, mais c'est de cette manière-là que je me suis dit que j'allais mettre toutes mes économies que j'avais fait en Australie pour rentrer en France et les investir dans des formations et commencer le business. Ok. Comment ça a rencontré, les gars? Est-ce que vous en souvenez? Sur Dubaï, hein. Sur Dubaï, la exactement. Première fois, ouais. C'était où? C'était, je crois, via Samy. Via Samy, on a dû faire un resto, un truc comme ça. Et ça a commencé de là. Hein. Ouais, moi, en fait, de base, toi, Bastien, je te connaissais, comme je t'ai dit, déjà depuis sur YouTube. C'est comme ça que je t'ai connu. Oui, juste, je coupe pour ceux qui ne savent pas, j'avais démarré une chaîne YouTube il y a de ça quelques années que j'avais arrêté entre-temps. Et c'est ça. À cette période-là, du coup. Donc, en fait, je t'ai connu comme ça. Et puis, j'ai commencé à te suivre sur les réseaux.
Donc, il y avait aussi ton petit lifestyle. Franchement, c'était assez sympa. Et en fait, à la différence, et c'était ça d'ailleurs que j'avais beaucoup aimé chez toi, c'est qu'à la différence de beaucoup de gens qui étaient dans l'e-commerce, c'est qu'en fait, tu partageais énormément de valeurs, comme d'ailleurs tu continues à le faire aujourd'hui. Et c'est de cette manière, en fait, j'ai commencé à te suivre. Et puis, bah, comme William vient de le dire, un jour, on était à Dubaï. Et je crois que c'était chez Samy, en fait, quand on s'est retrouvés. Et ce qui était cool, c'est qu'en fait, j'ai vraiment trouvé chez toi que cette différence qu'il y avait sur les réseaux enfin, il n'y avait pas de différence justement entre ce que tu montrais sur les réseaux et ta vraie personnalité. Ouais, moi je t'avais vu aussi sur les réseaux. Je t'ai rencontré personnellement sur Dubaï du coup avec Samy, mais je t'avais déjà croisé sur les réseaux. Et c'est vrai que l'honnêteté que tu avais dans les vidéos et le lifestyle donnait envie de te regarder. C'est gentil. Ouais. Arrêtez, un petit compliment comme ça balancé. Vous êtes payé pour balancer ça. Mais ouais, non, c'était une belle époque, cette époque-là à Dubaï où tu avais beaucoup de e-commerçants qui se retrouvaient là-bas. C'était un peu le hub où tout le monde allait à Dubaï pour networker. Et c'est toujours d'ailleurs une place assez importante dans le business. Et ouais, je m'en souviens de cette époque-là, c'était chouette. Mais surtout quand on est arrivé en 2020, il n'y avait que ça. Donc en fait, on baignait dans le e-commerce, on pensait même pas à d'autres business. À la limite, un petit peu la crypto, mais on n'était pas dans cette sphère-là. Donc, OnlyFans maintenant qui arrive. OnlyFans qui arrive maintenant. Ça on n'a pas connu. Moi, en tout cas, j'ai pas trop connu. Ça fait 1 an que je suis pas allé à Dubaï, mais je sais que il y a. Mais les gars, vous réalisez pas maintenant, OnlyFans, c'est une dinguerie. Ah ouais. T'as des mecs à Dubaï. C'est un truc. Je vais pas donner de nom parce que je suis pas là. Mais je crois que je ça, vois de qui tu parles. Je pense que les gens savent à peu près, mais bon, ça fait de l'argent, mais à quel prix quoi. C'est en termes d'éthique. En toute franchise. Demain, on vous dit voilà, vous gérez des meufs sur OnlyFans, vous gagnez 100 000 euros par mois. Ouais. Ce qui est une somme qui change une vie, 100 000 euros par mois constant, c'est beaucoup d'argent. Vous le faites ou pas? Honnêtement, pour ma part, non. Parce que je pense que si on avait voulu le faire, on aurait pu le faire. Aujourd'hui, il y a assez de contenu sur Internet, on connaît assez de monde pour avoir les informations rapidement. Donc en vrai, la barrière à l'entrée n'est pas si énorme que ça. Surtout avec notre expérience e-commerce, le marketing, on sait le faire, on sait vendre, on sait déléguer, on sait mettre des chatteurs, c'est des choses qui nous parlent vachement. Donc en vrai, pour ma part, non. Non. Ouais, perso, pareil, je le ferai pas, parce que moi, je considère un petit peu, c'est le proxime du net, quoi. C'est la même chose. Donc, Proxénet, pardon. Ah, pardon. Je suis italien pour ceux qui le savent pas, donc. Massimo. Mais, non, je pense pour une question d'éthique, non, je le ferai pas parce que c'est pas quelque chose qui me parle. Et puis les répercussions, enfin, la famille, etc. Bon, après, je sais qu'il y a plein de gens qui pensent pas à ça, mais. Mais tu fais bien de le souligner, frérot, mais vraiment, je pense que les gens réalisent pas, et ça, c'est les gens, je pense, qui sont désespérés de faire de l'argent, c'est qu'il y aura des retombées de ça plus tard. Oui, c'est ça. Tu vois, les femmes qui font ça, qui ont peut-être, je sais pas moi, 18 ans, 20 ans, 25 ans, t'as même des mères de famille qui font ça, le mari accepte ça. Ouais, j'ai déjà vu. Je trouve ça choquant, mais vraiment, genre, tu sais très bien qu'après, dans le futur, tu auras peut-être un enfant, et le contenu, tu sais, sur Internet, ça part pas. Tu parles de la famille, qui a elle a 7 enfants ou un truc comme ça. Mélissa Pélissard, ou je sais pas comment elle s'appelle. Mais pour ma part, il n'y a pas que le côté éthique, justement. C'est plus ça qui me freinerait. Éthiquement parlant, je ne sais pas trop comment je dois me positionner par rapport à ça, mais le fait que la famille puisse voir ça, que les opportunités business derrière, les futurs associés, futurs actionnaires, etc., puissent voir le passé que tu as. Et l'étiquette que ça te donne, aujourd'hui, j'ai peur que ça me bloque sur de futurs business peut-être plus importants, parce qu'on parle de 100 000 euros par mois, mais est-ce que plus tard, c'est pas quelque chose qui peut te faire perdre des dizaines de millions d'euros par an, par mois? Je sais pas. Donc c'est pour ça que je prendrais pas le risque aujourd'hui de casser une certaine crédibilité juste pour quelques dizaines, centaines de milliers d'euros. C'est vrai, la crédibilité, c'est quelque chose aussi, on n'en parle pas assez dans le business, surtout à Dubaï, où j'ai l'impression que les gens ils sont beaucoup dans les business cash flow. Mais la crédibilité, finalement, quand tu penses à vouloir faire du business toute ta vie, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder de près et faire attention. Il faut vraiment la valoriser. D'autant plus qu'on parle du monde du business qui est quand même assez large. Aujourd'hui, beaucoup de gens se lancent, mais quand on est vraiment dedans, un petit peu comme tout, je pense un petit peu comme le réseau YouTube, tous les YouTubeurs se connaissent, etc. Dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu la même chose. Donc assez rapidement, même si on ne montre pas son image et juste qu'on fait discrètement et qu'on devient manager OnlyFans, je pense que dans tous les cas, tout le monde est au courant et que derrière, il y aura des échos et je pense que ça peut être bloquant sur de futurs business. Ouais, 100% d'accord. À Dubaï, vous avez l'occasion de voir pas mal de mecs genre, très successful qui font des 10, 20, 30, 50, 100, 200 000 euros par mois. Parmi tous les gens que vous avez rencontrés dans votre vie, il y a des mecs, parmi les mecs les plus successful, c'est quoi les traits communs de ces mecs-là? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Les mecs qui réussissent, que vous avez pu voir dans votre vie, en France, à Dubaï, peu importe, partout dans le monde, c'est quoi ces traits communs qu'ont ces personnes-là? Je pense qu'ils sont avant tout déterminés, ils ont l'envie, ils n'ont pas forcément tout le temps peur de l'échec.
L'argent n'est pas forcément le seul moteur, même si ça l'est, dans le sens où on travaille pour l'argent et c'est clairement pour ça que les gens le font. Mais dans le sens où ils sont détachés de l'argent. Ils veulent plus forcément gagner de l'argent pour en dépenser, mais plus pour en gagner tout simplement. Pour en avoir toujours plus et aller toujours plus loin. Et ouais, le fait de ne rien lâcher, le fait d'être, comme je disais, déterminé, toujours chercher de nouvelles infos, toujours chercher à aller plus loin et ne pas avoir peur de l'échec. Ne pas s'arrêter au premier échec. Ce que j'ai vu sur les personnes successful, c'est que des échecs, ils en ont eu plein, mais ils ont toujours continué. Et c'est mon cas aussi, c'est notre cas à tous. Aujourd'hui, si on est là, c'est qu'on a vécu des échecs et qu'on n'a rien lâché. Donc ouais. C'est vrai que ça pourrait paraître un petit peu bullshit, là, ce que je vais dire, mais au final, c'est une fois de plus que du mindset et aussi un état d'esprit. Ça veut dire que déjà, ces gens-là, souvent, on va retrouver qu'ils font pas mal de sport, mais il y a aussi toute cette discipline au travail, donc comme William vient de l'évoquer. Donc, ils vont pas se stopper face à un échec, ils vont toujours aller de l'avant, de la détermination. Moi, je pense qu'il y a 2 facteurs qui sont super importants. Le premier, c'est se détacher complètement de la vie des autres. C'est genre, en avoir rien à foutre de ce que les autres pensent de toi. Vraiment, tu sais, de se détacher de ça pour que tu sois toi-même, 100% toi-même, et faire ce que tu as envie de faire, et que tu t'en bats les couilles que machin il va penser ci, que l'autre il va penser ça. Genre, vraiment, genre. Ouais. Et c'est un truc que j'ai remarqué, tu vois, des gens qui pèsent vraiment dans mes contacts, dans mes relations. C'est des mecs, à chaque fois, ils en ont rien à foutre. Genre, ils ont une idée en tête, ils demandent pas trop de questions. Enfin, premièrement, ils savent à qui poser les questions. Mais ils font, tu vois. Ils se détachent complètement de ce que peuvent penser C'est vrai que, ouais, finalement, on le dira jamais assez, mais le passage à l'action, finalement, c'est ce qui mène au succès. Et notamment, on a des potes en commun qui ont beaucoup d'informations, qui regardent beaucoup d'infos, donc des formations, ils lisent beaucoup de livres, etc., mais qui passent pas assez à l'action. Ouais. Ça reste le plus important pour moi, le passage à l'action aujourd'hui. Faire des formations à l'appel avant de se lancer, ça n'a pas forcément un grand intérêt. Essayer d'être toujours le plus près possible pour éviter le moindre échec, pour moi, c'est le meilleur moyen de tout arrêter dès le premier échec. Dans le sens où on se sent tellement prêt, on pense qu'on a toute la connaissance nécessaire, que si ça ne marche pas, c'est que ça ne marchera jamais. Que le fait de se lancer comme ça, sur un coup de tête, entre guillemets, avec quand même un minimum d'organisation, je pense que ça permet de vraiment faire les choses et de réussir. Ok. Dubaï, les gars, pourquoi les Français détestent autant Dubaï ? Ça, c'est la question à $1 million. Honnêtement, je pense que c'est plus pour une éthique, pour une image que Dubaï renvoie. Tout simplement au niveau des conditions de travail, au niveau de tout ça. Mais c'est vrai que je me suis un peu toujours posé la question parce que moi-même, je trouve que Dubaï, il y a plein d'avantages, en tout cas entrepreneurial, après pour le reste des Français. Toi, William, qu'est-ce que tu en penses ? Pour moi, en réalité, pourquoi les Français détestent Dubaï, le côté éthique, etc., moi, je considère que c'est quelque chose d'assez bullshit. Dans le sens où c'est pas forcément des personnes qui sont extrêmement investies, même sur la pollution, sur tout ce qui se passe, etc. Je pense que c'est beaucoup de jalousie en réalité. La France est faite comme ça. Aujourd'hui, parler d'argent, c'est quand même compliqué. On peut pas parler chiffres ouvertement, etc. Donc je pense que c'est le plus gros problème. Aujourd'hui, les gens à Dubaï, on le sait, ne payent pas d'impôts, entre guillemets, parce que depuis peu, ça a changé, ouais. Les gens payent. Corporate tax, 9%. C'est ça. Donc on en paye, mais je pense que c'est vraiment la jalousie. Le fait de partir, le fait de faire de l'argent, parce que forcément, expatriation égale beaucoup d'argent en règle générale, parce que rares sont les personnes qui s'expatrient avec 10 000 euros. Ouais. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment la jalousie. Parce que quand on les voit, les personnes qui critiquent Dubaï, ils arrivent à Dubaï, on les voit kiffer. On les voit vivre leur meilleure vie pendant 2 semaines, après rentrer à la maison et dire Dubaï, j'ai détesté. Donc c'est ça qui est assez drôle. Ouais. Toi, t'en penses quoi, Bastien ? Moi, je pense que la plupart des gens qui critiquent Dubaï, déjà, ils sont jamais allés à Dubaï. Ouais. La plupart, c'est que tu les vois critiquer sur TikTok, Instagram, machin. Ouais. C'est des mecs, ils ont jamais mis un pied à Dubaï. Donc, ils parlent de quelque chose qu'ils connaissent pas. Donc, ça, déjà, c'est un problème. Après, voilà, Dubaï, il y a des bons côtés, il y a des moins bons côtés. Mais pour un entrepreneur, parce qu'ici, bon, sur cette chaîne, on est des entrepreneurs, c'est un des meilleurs endroits sur Terre, Dubaï. Vraiment. Moi j'estime qu'en termes de réseau, alors oui, tu as beaucoup d'arnaqueurs, tu as beaucoup de mecs qui font des business pas éthiques. Voilà, les mecs dans la crypto qui sont pas legit, tout ce que tu veux, du blanchiment. Mais pour moi, c'est un hub où ça regroupe plein de personnes successful. Et si vraiment tu t'entoures bien, ça aussi, bon, super important, mais bien s'entourer quand tu arrives à Dubaï. Moi, j'en ai un peu fait les frais de ma première année de pas être forcément bien entouré. Mais si tu arrives, voilà. Ça peut vite chiffrer. Ouais. Très, on en parlera, mais garder la tête froide quand tu arrives sur Dubaï, être bien conseillé, parce que tu es là en mode nouveau riche, tu es jeune, tu as fait tes premiers 100K, 200K, peu importe. Tu te crois invincible, mais si tu ne maintiens pas les efforts qui t'ont permis d'en arriver là,
tu vas vite rentrer à la maison. Hein, parce que... Eh ben, tu sais, c'est marrant ce que tu es en train de dire parce que à l'époque, j'avais eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui me disait qu'en fait, il faisait plus d'argent lorsqu'il était dans sa petite chambre à Lille d'étudiant que quand il était à Dubaï dans des hôtels 4 étoiles parce qu'au final, il y avait beaucoup trop de tentations. Bah, voilà, le problème, c'est pas la quantité d'argent que tu dépenses. C'est que forcément, si tu dépenses de l'argent, c'est que tu gaspilles également du temps, forcément, à conduire des voitures, aller en soirée, etc. Donc, tu as moins d'énergie, moins de temps pour te focaliser sur le pur business. Après, tu seras peut-être moins opérationnel, mais derrière, tu vas avoir une quantité d'informations tellement importante que, in fine, si tu t'entoures bien, tu feras plus d'argent. À mon sens. C'est comme on l'a vu à Dubaï, tout le monde dit que les informations, on les a à peu près 3 mois avant. Les business, successful, etc., on les a 3 mois avant. L'exemple parfait avec les NFT en 2021, où tout Dubaï s'en est mis plein les poches et les autres ont regardé. Et quand l'information est arrivée en France ou a dépassé les frontières, plus personne n'en faisait. Les gens qui ont essayé de se lancer en France, malheureusement, c'était compliqué. Donc ouais. Ok. Bah, du coup, Dubaï, vous êtes resté combien de temps? Quelques mois? Je dirais, si on lisse tous les allers-retours que vous avez fait, ça fait quoi? Ça fait quelques mois à Dubaï, c'est ça? Ouais, je dirais plus que ça en des années, réalité. hein. Ouais, En année? Ouais, je pense moi, en tout cas, pour ma part, je pense 1 an et demi. Je sais pas exactement, j'ai pas comptabilisé. Après toi, je sais pas, William. Ouais, moi, à peu près pareil, 1 an et demi, peut-être. Étant donné que les allers-retours, ça s'est fait sur 4 ans, donc c'est dur compliqué à estimer. Ok. Bah, durant cette période où vous étiez à Dubaï, est-ce que ça a changé, genre, la première fois quand vous êtes venu à Dubaï, Ouais. qu'est-ce que vous en avez pensé? Et là, du coup, quelques années plus tard, comment vous voyez Dubaï à l'heure d'aujourd'hui? En réalité, si on doit parler purement business, moi à l'époque, Dubaï, c'était vraiment la sphère de l'e-com, comme je disais. Après, est-ce que ça a changé en soi? Oui, ça a évolué. Mais aujourd'hui, les business sont plus diversifiés, c'est beaucoup plus mainstream. On peut rencontrer un petit peu de tout. Les gens viennent de plus en plus sur place. Donc sur cet aspect-là, voilà, si on doit parler du pur Dubaï, il évolue d'année en année. Aujourd'hui, maintenant, on peut boire de l'alcool dans des bars. À l'époque, on ne pouvait pas. Enfin, toutes ces choses-là, dans le sens où Dubaï, c'est plus que c'était à l'époque. Ok. Ouais, personnellement, ouais, moi, pareil. Je trouve que businessment parlant, j'ai pas ressenti une grosse différence. Après, il y a beaucoup plus d'expats qu'avant, qu'en 2020. Je pense que là-dessus, on est un peu tous d'accord. Mais non, moi, je trouve que au contraire, ça change, ça va de mieux en mieux parce que il y a de plus en plus de gens qui viennent avec des différents business. À l'époque, par exemple, quand on venait à Dubaï, il y avait que de l'e-commerce ou de la crypto. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup diversifié. Ça veut dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des gens qui vont faire de l'OnlyFans, il y a d'autres gens qui vont faire des SaaS. Et il y a le marché de immobilier. qui est Il y a différents types de business au final aujourd'hui qui sont créés sur Dubaï. Après, c'est toi qui aujourd'hui continue à vivre là-bas. Donc peut-être ça serait intéressant aussi d'avoir ton point de vue là-dessus. Moi, déjà, la première fois que je suis arrivé à Dubaï, Bon, déjà, il faut savoir que j'étais pas du tout la même personne que je suis aujourd'hui. Je pense que Dubaï, ça m'a bien calmé pendant... Ça fait quoi? Ça fait 4 ans maintenant, un petit peu plus de 4 ans que je suis expatrié à Dubaï. Et ça m'a bien changé. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, bon, déjà, ça m'en a mis plein les yeux. Je vais pas te mentir, Dubaï, tu sais, quand t'arrives, tu vois des buildings partout. Tu prends tes locations de voitures de luxe, t'es comme un dingue. Ça fait sauter les barrières limitantes, je suis d'accord. Barrière limitante, oui et non, parce qu'en soit, c'est des voitures de luxe, j'en avais déjà conduit. Mais c'est vrai qu'à Dubaï, c'est une vibe. Quand t'arrives à Dubaï, mec, c'est une vibe pour moi. Moi, je trouve que justement, le fait de voir l'argent comme ça à Dubaï, en tout cas personnellement, c'est que, en fait, quand tu vois une Lamborghini, un building, etc., tu te dis, ça appartient à quelqu'un. Et du coup, quand tu vois ça, mais en fait, tu te dis, tout est possible dans la vie. Techniquement, tout est possible. Et donc, au final, ça te pousse à aller encore plus loin. Et justement, moi, je l'ai remarqué. Tu passes de Dubaï, tu prends l'avion, tu arrives à Paris, tu vois que des petites Clio. Il n'y a plus de classe G, il n'y a plus rien. Donc, c'est sûr que... Tu revois à la hausse tes objectifs. Dans le sens où ça peut être un handicap parce que tu spends beaucoup, tu dépenses beaucoup systématiquement sur Dubaï. Ça coûte cher, les gars. Dubaï, ça coûte cher. Un lifestyle correct, ça coûte cher. Ça coûte très cher. On peut tous les trois le dire, je pense que... Mais d'un autre côté, du coup, ça nous pousse à faire plus d'argent. Systématiquement, aller toujours plus loin. On a des objectifs toujours plus importants parce qu'on comprend aujourd'hui que 10 000 euros par mois, c'est pas assez, 20 000 euros par mois, c'est pas assez par rapport à nos objectifs. Surtout qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'entrepreneurs, l'argent qu'on gagne, elle n'est pas uniquement dédiée à notre lifestyle, à dépenser, etc. On doit aussi la réinvestir. Donc, si on gagne 10 000 euros par mois, on est sur Dubaï, c'est impossible. Ou sinon, tu fais que ça, tu dépenses, mais Franchement, tu ça peux dépend, plus, William. J'ai des potes qui sont salariés à Dubaï. Ils ont des salaires à 3-4 000 euros. Et ils vivent... je vais pas dire qu'ils ont un lifestyle de fou, forcément. Mais ils s'en sortent, tu vois. Tu peux vivre à Dubaï avec 3 000 euros. Ça, il faut le dire aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que si tu gagnes pas au moins 20K par mois, tu peux pas vivre à Dubaï. C'est pas vrai. Non, ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui gagne 3, 4, 5 000 euros par mois, c'est très bien. Parce qu'il sait que le mois prochain, il aura encore ces 3, 4, 5 000 euros par mois. Nous, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneurs, sans parler forcément sans parler de l'argent qu'on fait, qu'on stack, etc. Dans le sens où si tu gagnes uniquement 10 000 euros par mois,
étant donné que pour avoir une croissance assez correcte, il faut que tu en réinvestisses une grosse partie. Derrière, il ne te reste pas 10 000 euros par mois à dépenser, il t'en reste même pas 5 au final. Si tu veux avoir une croissance correcte et pouvoir réinvestir systématiquement, ça reste compliqué. Donc pour moi, ce que je veux dire, c'est que tu gagnes 10 000 euros par mois. En réalité, c'est comme si tu en gagnais 3. Dans le sens où tu dois réinvestir, tu gagnes 20 000 euros par mois, c'est comme si tu en as gagné. En tout cas, tu en as beaucoup moins à dépenser, quoi. Ouais, puis l'entrepreneuriat, c'est un roller coaster, comme on dit. C'est un peu les montagnes russes. Tu peux avoir 2-3 mois où c'est en croissance de fou, puis tu as une grosse couille qui arrive qui n'était pas prévue, ben, tes revenus sont divisés par 2-3. C'est pour ça qu'il y en a plein qui sont plus dans le game, comme on dit, qui étaient là, qui faisaient des 50 000 euros par mois et aujourd'hui, au final, ils sont retrouvés. Revenus, là où ils étaient de base. Il faut que les entrepreneurs aient conscience qu'aujourd'hui, ce que tu gagnes aujourd'hui, tu ne le gagneras peut-être pas demain. Ouais. Donc, si tu mets pas d'argent de côté ou si tu réinvestis pas un minimum ce que tu gagnes. D'où l'importance d'investir. Vous investissez, les gars? Moi, personnellement, oui. Moi, personnellement, non, pas encore, parce que j'ai besoin de fonds de roulement, en tout cas, pour faire tourner mes sociétés, mais c'est quelque chose qui va venir à terme. Ouais. À terme, c'est obligatoire. Un investisseur doit, avec l'inflation. Mec, maintenant, je fais les courses, c'est une folie, frère. Je fais mes courses à Carrefour. Un petit sachet, tu sais, de 100 euros, ça va trop vite, alors qu'il y a 4-5 ans, ça coûtait 30-40. L'inflation, c'est en train de nous niquer. Vraiment. Donc, si tu n'investis pas ta thune, les gens qui laissent leur argent dormir sur un compte en banque, chaque année, tu as l'impression que ça va pas baisser, mais avec l'inflation, tu perds 4-5-6% par an. Il faut faire quelque chose. C'est énorme. Ouais, c'est clair. Non, l'investissement est très important. Donc, tu investis dans quoi, toi, William? Moi, j'investis dans différentes choses. J'investis forcément dans la crypto, surtout en ce moment. On n'a pas le choix, tout le monde en parle. Donc heureusement qu'on est un petit peu dessus. Immobilier, diversification en règle générale sur différentes structures. Donc, crypto, IMO. Ouais, crypto, IMO et création de société. Donc, création de société. Parce que là, tu es en France, tu as résident fiscal en France. Je suis résident fiscal en France, ouais. Donc, tu peux jouer de l'effet levier avec les banques pour investir. Parce que pour moi, c'est ça le but de l'IMO. Enfin, je trouve ça bête, entre guillemets, des gens qui ont beaucoup de cash flow. Beaucoup. Et on va dire des mecs, exemple, qui ont 400-500K de cash flow et qui immobilisent 400K pour acheter un appart. De leur poche, ils payent 400K. Pour moi, le but, c'est que la banque, quand même, te finance et que tu rembourses tous les mois. Ou encore mieux, tu trouves un locataire qui rembourse le crédit. Et ça s'autofinance. Clairement, pour moi, l'immobilier, dans tous les cas, c'est pas intéressant sur du paiement comptant. Il faut lever. Il faut utiliser le levier bancaire dans tous les cas. Pour moi, aujourd'hui, si je suis retourné en France, c'est pas pour la beauté du pays, même s'il est très beau. En réalité, pour être totalement transparent, je serais resté sur Dubaï ou ailleurs. Mais c'est pour être bankable, pour avoir la possibilité d'utiliser le levier bancaire en payant de l'impôt. Donc finalement, aujourd'hui, j'accepte de payer de l'impôt pour qu'on puisse me le rendre indirectement. Ouais. Et pas l'État parce qu'ils ne le feront pas. Mais que les banques puissent au moins me faire confiance pour pouvoir investir dans l'immobilier et sans utiliser son cash flow. Parce que tu peux avoir autant de cash flow que tu veux, tu peux avoir 100 000, 200 000, 1 million, même 50 millions. Dans tous les cas, in fine, si tu investis dans l'immobilier, il ne te restera plus rien. Mis à part si tu utilises le levier bancaire, à ce moment-là, avoir 10 millions de patrimoine, c'est plus forcément quelque chose de dingue, quoi. Ok, ouais, make sense. Arnaud, My Better Period, parle-nous un petit peu de ton projet. Ouais. Attends, avant de démarrer, d'y aller, c'est quelque chose, t'es pas tout seul. Il faut poser les bases. Ouais. T'as lancé ça avec qui? J'ai lancé du coup ça avec ma copine, donc qui est aujourd'hui aussi mon associé. Et en gros, My Better Period, pour ceux qui ne savent pas, en fait, on a créé un applicateur à coupe menstruelle. Donc ça, c'est notre premier produit. Il y aura une gamme qui va être élargie plus tard. Pourquoi on a créé un applicateur à coupe menstruelle? Alors, je sais qu'il y aura beaucoup d'hommes qui doivent regarder cette vidéo, donc ils vont pas forcément comprendre. Mais en gros, une coupe menstruelle, en gros, c'est une protection menstruelle. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, c'est super compliqué à insérer. Et quand les filles ont leurs règles, hein, les gars, on grossit un petit peu, voilà, quand les filles elles ont leurs règles, c'est quelque chose d'assez compliqué à insérer. Et justement, moi, ma copine, en fait, c'était un pain point parce qu'elle mettait vraiment beaucoup de temps à insérer sa coupe menstruelle et elle voulait pas en fait repasser à une alternative qui était, on va dire, moins écologique, donc les tampons, serviettes, parce que c'est bourré de produits chimiques. Donc en fait, elle voulait rester sur la cup malgré le fait au final, c'était assez compliqué à insérer. Donc, en discutant, tout naturellement, je lui ai dit, mais je sais pas, il n'existe pas quelque chose comme un applicateur à tampon où tu peux l'insérer aussi facilement. Et donc, elle me dit, non, mais ça serait incroyable si ça existait. Et du coup, un petit peu avec le réseau qu'on s'est fait avec le drop et les Chinois, en fait, je me suis dit, attends, mais pourquoi pas prototyper quelque chose pour voir si on peut vraiment l'inventer, le produit. Et après, donc, un an de prototypage, on a réussi à créer My Better Period, donc un vrai applicateur qui permet d'insérer la coupe menstruelle comme un tampon. Et ça a complètement explosé parce que du coup, on a lancé ça il y a 3 mois
Donc, comment tu as start? Est-ce que tu as directement ouvert un Shopify? Est-ce que tu as fait... Comment tu as fait pour faire tes premières sales, tes premières ventes? Alors, en réalité, il y a une notion qui est très importante à savoir, c'est ce qu'on appelle le MVP. MVP, donc, ça va être tester son produit. Donc, nous, étant donné qu'en plus, c'est quelque chose où j'ai pas voulu investir beaucoup de fonds, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, une fois qu'on avait créé le produit, on s'est dit, on va lancer ça sur TikTok et on va voir comment ça réagit. Donc, en fonction des vues, en fonction de tout ça. Et en fait, le premier mois, surprise, on a fait 20 millions de vues. Donc, Ah ouais? ouais, Je savais même pas. c'est vrai. Incroyable. Ouais, on a Ok. fait 20 millions de vues le premier mois donc, sur TikTok et Insta. Ça a vraiment pris beaucoup de commentaires, des commentaires qui étaient likés à 2000, 3000 j'aime, où les gens disaient c'est incroyable, merci, enfin une Une vraie innovation. solution, ouais, une innovation. Ouais, parce qu'en réalité, on va dire, la première innovation dans les règles depuis 80 ans. C'est un marché en fait qui est contrôlé par les lobbies, donc Tampax, Nana, et qui a été laissé vraiment à l'abandon. Et nous, en fait, du coup, on arrive avec cette solution et je pense que c'est quelque chose, en fait, qui va pousser beaucoup de gens à passer à des protections réutilisables dans le futur. Donc, voilà. Donc, c'est comment? Tu as ouvert le Shopify ou alors tu as lancé une campagne de crowdfunding? Comment tu as fait? Alors, ce qu'on a fait, c'est du coup, on a fait ça et j'avais beaucoup travaillé du coup pour une campagne de crowdfunding. Donc, on a lancé ça sur Ulule, je crois, la première campagne de crowdfunding en novembre. Mais pour tout te dire, ça n'avait pas trop pris. C'est-à-dire? Ça a pas compris. Ça n'a pas pris, ça n'a pas fait beaucoup d'argent parce que en fait, je pense qu'en fait, le processus d'achat sur Ulule, il est un peu bizarre. Il est pas optimisé. Il C'est est pas pas du Shopify. C'est pas du Shopify parce que, en gros, déjà sur le bouton ajouter au panier, il y a écrit contribuer au projet. Donc, on a un peu l'impression de faire un don plutôt qu'un achat. C'est un peu bizarre. Ok. Et du coup, ouais, le premier, on a dû faire peut-être 10 000 euros de CA dessus. Ça m'a un peu remis en question au début parce que je me suis dit, ah, c'est bizarre. Attends, mais non, 10 000 euros de CA, mais toi, techniquement, ça t'a rien coûté. C'est 10 000 euros de CA que tu collectes ou alors comment ça marche? Ouais, en gros, c'est ça, c'est 10 000 euros de prévente. En gros, c'est 10 000 euros de prévente, c'est des préventes. En gros, ça marche. Et t'étais dégoûté Enfin, ça t'a pas satisfait le résultat? Ah non, parce que moi, personnellement, je pensais que j'allais faire minimum 200 000. Ah oui, d'accord. Ouais, j'étais parti vraiment sur des vrais chiffres parce que, bon, tout est relatif, mais c'est vrai que 10 000 euros sur un projet où tu as bossé comme un dingue pendant un an, non, ça vaut pas la peine. Okay. Et du coup, pour revenir à la petite histoire, en fait, ça m'a un peu remis en question là-dessus et j'ai voulu lancer du coup sur Shopify. Je me suis dit, bon, je vais tester sur Shopify en parallèle. Et là, sur Shopify, directement, ça a explosé parce que du coup, les gens avaient cette impression finalement de faire un achat. Ok. Et du coup, vous avez su développer une audience sur les réseaux sociaux. C'est quoi la strat, grosso modo? Comment La ça se strat, passe? grosso modo, en réalité, en fait, je sais pas si ça te parle, le tofu, mofu, bofu. J'ai entendu ça. Alors, tofu, c'est top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. Okay. Je vais expliquer ce que c'est. Top of funnel. Middle, bottom. Okay. Voilà, tofu, ça va être vraiment, en fait, on faisait beaucoup de vidéos, mais qui étaient larges, pas vraiment nichées, où on allait parler de règles dans le sens large, mais en fait, dans le sens restreint, pardon, on allait vraiment parler de règles avec des vidéos assez drôles, etc. Donc, ce genre de vidéos faisait des millions de vues. Et une fois que les gens s'abonnaient ou qui venaient visiter notre profil, ils tombaient sur d'autres vidéos qui faisaient, du coup, pour nous, moins de vues, mais qui étaient plus dans les détails où ils expliquaient le produit, les problématiques, etc. Et c'est de cette manière-là qu'on a réussi à faire fédérer une communauté. Ok. Et du coup, bon, moi je vois un petit peu du coup les behind. C'est ta copine grosso modo qui gère les réseaux, qui poste. En fait, on a fait vraiment le choix de faire du personnel branding sur la marque, en tout cas dans un premier temps avec elle. Non, parce qu'elle elle voulait, elle aimait ça, je pense. Elle est naturelle sur les réseaux sociaux peut-être. Ouais. Enfin, moi en tout cas, c'est l'effet que j'ai, tu vois, parce que je suis la marque sur Instagram. Et je ressens que Lola, ça va, elle est à l'aise avec la caméra et naturellement, ça engage avec l'audience. En fait, ça engage beaucoup avec l'audience, ça ajoute beaucoup plus de proximité avec l'audience et justement, naturellement, beaucoup plus de confiance. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, en e-commerce, un client qui n'achète pas, c'est pas forcément un client qui n'est pas intéressé par ton produit, c'est un client en fait qui n'a pas forcément 100% confiance dans ton produit. Et le fait d'incarner en fait la marque, du coup, via une personne, ça crée cette proximité, donc cette confiance et naturellement ça pousse beaucoup plus facilement parce que les gens quand ils ont des interrogations ils ont juste à envoyer un petit message ou regarder 2-3 petites vidéos et au final il y a vraiment ce lien qui se crée. Ça se fait de plus en plus de mettre un visage sur des marques. Ouais, c'est vrai. Pour la trust, de toute façon la trust c'est ce qui fait tout pour moi, c'est ce qui vraiment fait qu'il y a un achat ou non, c'est s'il y a assez de trust ou pas.
Donc c'est pour ça que moi, tu vois, dans le e-commerce que j'enseigne, c'est de faire ses propres produits, ses propres packaging, avoir tout bien brandé et faire ses propres photos, ses propres shootings. Tu voles pas le contenu des autres, tu fais tout toi-même. Et pour moi, c'est le seul moyen de perdurer, sinon tu vas perdre ton temps, perdre ton argent. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de photos, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de tester il y a pas très longtemps. On a changé les photos sur le site et ça a augmenté notre taux de conversion. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc, pour les gens, par exemple, qui nous écoutent, qui veulent demain monter une marque, ne négligez vraiment pas les photos, les shootings. Moi, j'étais le premier à le faire parce que j'estimais que par moment, c'était cher et je voulais pas payer des sommes à 700, 800 euros pour des simples photos, alors que je me dis, j'ai un iPhone comme tout le monde et je peux les prendre. Mais au final, en vrai, des belles photos bien réfléchies, ça peut vraiment avoir un impact positif sur les résultats de la boutique, bien entendu. Ok. Bon, et toi, William, parle-nous un petit peu. Donc, tu avais fait du drop, toi aussi. Hein. Ouais, j'en ai fait très longtemps, j'en fais encore. Donc, T'as commencé quand drop moi, le drop, j'ai commencé fin 2019, début 2020. Ok. Donc, au moment où il y avait vraiment la grosse vibe e-com. Ouais. Et voilà, je continue depuis. Je me suis diversifié parce qu'au bout d'un moment, ça m'a un petit peu lassé. Mhm. Mais non, franchement, l'e-com, c'est vraiment top. Donc, tu faisais. Alors, est-ce que tu avais plus une marque avec du stock ou tu étais plus parti dropshipping, pas de stock, on fait du cash flow? J'ai fait les deux. Les deux. En fait, moi, je suis parti de base de rien, donc sans argent. Donc forcément, j'avais la mentalité de je veux faire de l'argent rapidement, je veux faire du cash flow. Donc j'avais forcément plus le réflexe de partir sur du drop. Donc lancer un produit, le trouver et le scaler extrêmement rapidement. Clairement, c'était ma philosophie. Si le produit ne marchait plus ou s'il y avait trop de concurrence, je me cassais pas la tête à essayer de le redresser. Je préférais changer de produit plutôt que le garder. Et pareil, reprendre une croissance extrême pendant 2-3 semaines, 1 mois et rechanger de produit. Après, un moment, du coup, j'ai commencé un produit en drop que j'ai basculé en marque parce que le produit me le permettait. La concurrence n'est pas arrivée rapidement. J'étais quasi le seul sur mon marché et mis à part des gros de l'industrie. Donc forcément, ça m'a permis de le basculer en marque. Alors, pourquoi tu as basculé en marque? C'est ça qui est intéressant. C'est à partir de quel moment tu t'es dit, ça y est, je pourrais continuer en dropshipping, mais naturellement, tu t'es dit, je vais faire les choses bien. C'était quoi qui t'a fait vraiment basculer en marque et avoir du stock? Parce que qui dit avoir du stock dit c'est plus trop le même fonctionnement que le drop. Ouais. Ça demande plus d'organisation, c'est un petit peu plus technique. Après, ça devient de la logistique. Problème que tu n'as pas quand tu fais du drop. Toi, c'est à partir de quel moment que tu as basculé? Du coup, assez rapidement, dans le sens où mon produit déjà était assez compliqué à fabriquer, dans le sens où via mon volume de vente, les stocks ne suivaient plus. Donc forcément, puisque le produit n'était pas vendu à une telle échelle avant que j'arrive, donc forcément, mis à part faire des paiements et faire du stock, j'avais pas assez de... Les usines ne me proposaient pas... Ça suivait pas au niveau des non, usines? ça suivait pas. Donc en fait, j'étais obligé de basculer en marque et en stock. Et le stock, forcément, c'est impactant et c'est pour ça que je ne l'avais pas forcément fait avant, même si je l'avais fait à petite échelle, dans le sens où le risque n'est pas le même. Moi, j'ai l'habitude de faire du dropshipping, de changer de produit régulièrement. Là, faire du stock à plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros, c'est un risque énorme dans le sens où derrière, si le produit ne marche plus, t'en fais quoi? C'est pour ça que je ne l'ai pas fait avant. Là, c'était plus une obligation qu'autre chose. Et je l'ai fait aussi pour augmenter ma satisfaction client. C'est ça aussi. Forcément. Ouais. Créer du repeat. Et surtout, moi, étant donné que je suis sur un produit à étiquette, là, en l'occurrence sur celui-ci. À étiquette, c'est-à-dire, tu vendais combien? 179 €. Ok. 179 €, mais avec des upsells. Donc forcément, derrière, j'avais un panier moyen à plus de 200. Ok. Donc obligé d'avoir une satisfaction client, obligé d'avoir une réactivité au niveau de la livraison, du SAV, d'être structuré et de montrer qu'on était une vraie marque. Parce que sur un produit cher, s'ils ont le sentiment que tu fais du dropshipping, que le SAV n'est pas là, etc., ça va créer des litiges, de l'insatisfaction, des avis. Donc forcément, in fine, tu ne vends plus. Donc c'est logique. Exactement. Donc pour rester sur le long terme, dans tous les cas, tu es obligé de te professionnaliser, tu es obligé d'avoir de bons avis. Sinon, dans tous les cas, ça s'arrête. Et tu es obligé de changer de nom, etc. Ouais. D'ailleurs, putain, les gars, j'ai trouvé une technique pour augmenter le score de mon Trustpilot. Ouais. J'étais avec CocoWax, on était à 3.3. Ouais. Et en fait, il y avait une influenceuse qu'on avait contactée qui était super rentable, de source sûre. Genre, on était sûr qu'on allait faire au moins 15K avec en 24 heures. Et sur une année, tu sais, ça fait vite 100, 200 000 euros avec une seule influx. Ok. Donc, je me suis dit, ça là, il faut qu'on taffe avec elle. Et son agence nous a dit, en fait, elle a regardé le Trustpilot de votre marque et elle a vu quelques commentaires négatifs. Donc, on va pas faire la promo, désolé. Donc là, mec, j'étais dégoûté. Je me suis dit, il faut que je trouve une solution parce que ça, je veux pas que ça me réarrive 2 fois. Je perds trop d'argent. Moi, tu sais, je bosse beaucoup avec les influx, en market d'influence. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et là, lors d'aujourd'hui, avec CocoWax, on a une base à peu près de 600 clients. Ouais. Donc, de 600 clients qui ont acheté au moins 2 fois. Oui, on a des milliers de clients. Oui. Mais on a, tu sais, sur Klaviyo, c'est un outil, vous connaissez Klaviyo Oui, pour bien les sûr. emails. Tu peux faire tes listes, tes segments de personnes.
Et tu peux voir qui a commandé au moins 2 fois ou plus sur ta boutique. Et donc, on avait 600 personnes. Et en fait, à ces 600 personnes-là, on leur a fait une campagne d'email. Et on leur a dit, c'est très simple, on vous offre 2 sachets de cire gratuits, frais d'expédition compris, vous n'avez rien à payer. En contrepartie, vous allez sur notre Trustpilot et vous laissez un bon avis, tu vois. Donc, bon avis, 4 ou 5 étoiles. C'est une très bonne idée. Donc, la première campagne, ça marche. Deuxième campagne, on en renvoie une en mode retargeting. Il ne reste plus que 24 heures pour profiter de l'offre. Un peu de scarcity, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, ça marche. C'est ce qui marche. Et au final, je suis passé de 3.3 à 4.2 en 2 emails. Et on compte faire ça, tu sais, répéter. Comme moi, j'ai un business recurring, les gens reviennent acheter. Dans les futurs mois, je vais avoir des clients qui vont reacheter pour la deuxième fois. Ouais. Et ces personnes-là, pareil, leur faire la même proposition. Et à terme, tu vois, d'ici un an, passer à 4.5, 4.6 avis avec plusieurs centaines d'avis. Et l'opération, elle t'a coûté combien du coup? Ah, ben, dérisoire, mec, c'est-à-dire 150, 200 balles. Ah ouais, quand même. Bah, Mais non, c'est que dalle. Ah, mais non, mais ça quand va. même, en mode, c'est très bon. Enfin, Ça c'est va. des Ah oui, très bons d'accord, chiffres, ah oui. c'est pas cher du coup. Ah oui, non, c'est pas cher. Là, c'est vraiment pas cher. Moi, l'avantage, c'est que mon sachet de cire, il me coûte littéralement 1 balle, 1 euro, Ok, ouais. 96 centimes. La marge, elle est folle. Et la livraison? Et la livraison, c'est ça qui me coûte plus cher, du coup, Ouais. c'est 6-7 euros sur ce produit-là. En réalité, c'est là-dessus que t'es impactant. Enfin, que c'est là-dessus que ça impacte ta marge dans le sens Ouais, où la livraison, ouais, les frais de tu livraison. peux perdre pas mal. Mais sur 600 clients, en tous les cas, ils le feront pas tous. Donc, c'est pour ça que là, t'en as eu que pour 200. Au final, combien d'avis j'ai eu? Bah, au final, pourquoi t'en as eu seulement pour 200 euros? Parce que si les 600 l'avaient fait, t'en aurais eu pour. Ah oui, non, 1000 bah, euros. justement, après, sur les 600, c'est pas tous qui le prennent. Tu sais, t'as un Ouais, c'est finale là. Et au final, il y en a eu 20 ou 30 seulement qui l'ont pris, mais ça me fait passer de 3.3 à 4.2. Donc, du coup, 3.3, tu sais, sur Trustpilot, t'as le Trustpilot orange quand t'es à Et 3.3. après, tu passes en vert. Après, tu passes en vert. Et après, au-delà de 4.5, c'est le vert sapin, c'est le vert un peu foncé. Ouais. Et là, t'es ultra legit. Là, ça veut dire que tous les influx bossent avec toi. Même tes clients, futurs clients, surtout en Allemagne, ils regardent beaucoup le Trustpilot. Ouais, Et ben justement, moi j'avais une petite question par rapport à ça parce que du coup là, nous on va expédier des commandes dans quelques semaines et du coup les gens ils vont mettre un avis. En fait, on se demandait est-ce que on les redirige vers notre site internet pour laisser un avis ou plutôt créer un Trustpilot pour le faire. Toi, qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça? Moi, je te conseille de la jouer smart. C'est-à-dire qu'il y a un réel objectif pour ton client à laisser un avis. Parce que de nos jours, un client, quand il est satisfait, il laisse pas d'avis. Pour lui, ça, c'est le C'est normal. ça le problème. Tu regardes les avis, je vous invite tous à aller voir sur Trustpilot, tu tapes Louis Vuitton, Dior, etc. C'est que des avis genre 1 étoile, 1,5, 1, Ouais. alors qu'ils brassent des milliards. Hein. Mais c'est comme ça, c'est la personne, quand elle n'est pas contente, elle laisse un avis. Et quand c'est normal, quand elle est hyper contente, bah, elle va pas laisser d'avis. Pourquoi faire? C'est clair. Donc, il faut qu'elle ait un intérêt à le faire. Donc, Ok, trouver une vraiment solution pour, gamifier peut-être ça avec peut-être donner quelque chose en retour contre un avis. En gros, plus tu le vois plus de cette manière-là. Ouais, ben moi, dans mon cas, j'ai pris un produit qui me coûtait pas cher. Moi, en plus, une fois de plus, c'est du recurring, c'est du consommable. Ouais, oui. Donc, un produit qui me coûte pas cher. Moi, dans mon sens, ça marche. Toi, est-ce que, je sais pas, tu as un produit d'appel, un produit en upsell qui coûte Ah, il pas va y en super avoir cher? là Ouais. du coup par la suite, ouais. Offrir ça, c'est de l'investissement. Au final, tu fais tes calculs. Après, c'est des maths. Hein. Moi, un avis, voilà, je sais que ça me coûte grosso modo 8-9 euros avec ma technique d'email, clavier. Ok. 8-9 euros sur un peu de quantité. Enfin, c'est que dalle et ça change la donne. Hmm. Ouais. D'ailleurs, en parlant de repeat, quelque chose que je pourrais. Enfin, je sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais par exemple, là en ce moment, tu es en train de sortir pas mal de produits, des nouvelles gammes. Ouais. C'est justement ces clients-là qui ont déjà racheté 2 fois, 3 fois sur ta boutique, leur offrir un échantillon. Et je pense que ça pourrait drastiquement augmenter le repeat. Je sais pas si tu Ouais. avais déjà pensé, mais justement sur un produit qui te coûte pas très cher aussi en livraison, il faut pas non plus que tu te mettes. Je dirais pas Bien en sûr. faillite, mais. Non, mais au final, ouais, c'est genre fidéliser la clientèle, offrir des petits samples, des produits. En fait, il faut les gâter, tes clients. C'est ça. Simplement. C'est ça qui paye. Enfin, si tu veux durer sur le long terme, si tu es dans cette optique où comment faire un max de cash et les clients, on s'en branle, on refund jamais, on machin, ça peut pas durer. Ouais, mais il y a quelque chose qui marche très bien justement pour créer du repeat en ce moment, c'est le système d'abonnement, Ouais. mais qui est fait un petit peu différemment dans le sens où là, tu as la possibilité d'avoir ton produit principal, par exemple, je te dis n'importe quoi, à 50 euros, et ton produit avec les packs, dans ton cas, les packs de cire, à 40 euros. Je sais que c'est pas du tout tes prix, mais voilà. Mais par contre, en contrepartie, ils s'abonnent, du coup, pour recevoir le produit mensuellement, trimestriellement, ça dépend de ce que tu peux faire. Et ils ont la possibilité forcément de se désengager quand ils le souhaitent. Souvent, ils ne le font pas s'ils sont satisfaits. Donc toi, ça va te créer du repeat automatique, trimestriel, mensuel. Et ils vont être débités, ils vont recevoir leurs produits. Et voilà. Après, pour moi, c'est un des business les plus durs, les business à abonnement. Ouais. Pas recurring. Les business à abonnement où chaque mois, la personne, ton client, il est débité.
faut que ce soit du lourd. Faut que ton produit, ton service, il soit très bon. Parce que voilà, on est dans un monde où tout coûte de plus en plus cher. Et un client, quand il voit, je sais pas moi, ton truc à 30 balles tous les mois, tu sais, il se fait des calculs et il se dit vite, si c'est pas rentable, si ça m'apporte aucune plus-value, je coupe direct, il s'embête pas. Donc pour moi, c'est un des meilleurs business parce que ça t'assure une stabilité, mais c'est aussi un des plus durs. Il faut que la valeur perçue reste quand même très haute, je pense. Il faut que la valeur perçue reste très haute. Il faut aussi le désengager très rapidement s'il ne veut plus du produit, dans le sens où sinon ça va dans tous les cas créer des litiges, une satisfaction client, pour qu'il puisse oser recommander derrière s'il ne souhaite pas garder la formule d'engagement. Donc ouais, tu risques d'avoir forcément des personnes qui vont prendre ce pack pour avoir les produits gratuits et t'envoyer un mail de désengagement automatiquement derrière. C'est le risque. Mais en ce moment, justement, il y a une marque qui est dans l'abonnement, qui vend des choses par abonnement, qui fait quelque chose de très intéressant. C'est 900K, je sais pas si on a d'autres. 904 Ouais, 900K, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. En gros, ils vendent des gels douche, des gels douche, des bouteilles réutilisables. Et en plus de ça, ils livrent chaque mois le savon, comment on appelle ça, le gel douche dans un sachet. Et en fait, normalement, le pack, il coûte 30 €, je crois, de mémoire. Un gel douche? Ouais, en gros, c'est la bouteille, c'est une belle bouteille plus le gel douche. Et après, d'être belle, frérot, 30 balles, c'est cher. Non, il y a quelque chose. Mais la strat, c'est en fait, ils font de l'ADS et en fait, la bouteille, tu peux l'acheter à 3,95 €, je crois, un truc comme ça. Donc, directement avec le gel douche. Donc, ils sont clairement perdants sur la première vente. Mais en fait, eux, ce qu'ils espèrent par la suite, ça va être tout ce qui est repeat. Non, ils ont un bon market, mais c'est assez dangereux, dans le sens où ils vendent forcément à perte. Là, moi qui ai commandé, je me suis influencé, j'ai vu leur ads, j'ai commandé, c'était pas cher et je me suis dit, je vais voir ce qu'ils font derrière en termes de marketing. Mais ouais, ils vendent un produit quand même à 3 € qui leur coûte forcément bien plus et derrière, ils jouent tout sur le repeat. Okay. Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement risqué. Parce que les gens peuvent commander à 3 € juste histoire d'avoir un produit quasiment gratuit et ne jamais reprendre. Et dans ce cas-là, c'est compliqué. En l'occurrence, 900K, je crois qu'ils ont fait des levées de fonds, donc ils ont une flexibilité financière qui leur permet de prendre un risque qui est beaucoup plus important pour accumuler du client. Aujourd'hui, sinon, ça reste quand même assez compliqué de faire comme eux. Sans levée de fonds, vendre à perte. Sans levée de fonds, ouais, c'est compliqué. Aujourd'hui, on n'a pas la philosophie de vendre à perte. Nous, on découle du e-commerce. Nous, ce qu'on veut, c'est faire de l'argent, du cash flow. Ouais. On ne peut pas se permettre de vendre à perte. Mis à part là, dans ton cas, pour faire de la vie, c'est un retour sur investissement. C'est différent et tu as un retour tout de suite. Ouais. Par contre, vendre autant à perte pour espérer gagner de l'argent plus tard, ça reste compliqué. C'est ce que font les startups type Airbnb, etc. Mais il y a plein de startups justement qui ont fait ça. Je pense notamment à Feed d'Anthony Bourbon. Lui, à l'époque, je sais qu'il dépensait environ 100 000 € par mois en Facebook. Il n'était même pas rentable. Il avait un ROAS qui était à 1. Mais en fait, ce qu'il espérait, c'est derrière, OK, on vous vend une barrette, on est presque break-even dessus, ou peut-être on gagne même pas d'argent dessus. Mais en fait, ce qu'il espérait, c'était vraiment ce repeat. Et c'est finalement de cette manière qu'il a réussi à valoriser aujourd'hui Feed. Je sais pas si vous connaissez, vous, les montants. Mais je crois, en tout cas, c'est plusieurs millions. Je crois que c'est 150, je crois. Peut-être un peu plus que ça. Mais encore une fois, c'est grâce au levée de fonds. Aujourd'hui, Feed, il n'aurait pas pu se permettre de vendre à perte, dépenser, sans derrière avoir les ressources nécessaires. Si tu es backé par des investisseurs. Si tu n'es pas backé par des investisseurs, tu ne prends pas autant de risques. Même si tu as l'argent, tu n'es pas prêt à prendre autant de risques. Et encore aujourd'hui, c'est moins bien perçu par les investisseurs, business angels ou autres de dépenser à perte comme ça, sans cash flow derrière. C'est un risque qui est trop important. Il y a trop de startups qui se sont cassés la gueule sur ces 2-3 dernières années pour prendre toujours autant de risques. Ouais, et je pense que justement, ceux qui se cassent un petit peu la gueule, c'est vraiment parce que, en fait, lorsque tu fais ça, il faut vraiment que ton produit il soit 100% optimal. Il faut être sûr de la qualité de ton produit, il faut que tu sois sûr sur les process de livraison, que ça c'est livré rapidement, qu'il fonctionne vraiment bien. Et Feed, par exemple, dans un podcast que j'avais écouté, ils avaient fait l'erreur en fait sur la recette. Elle n'était pas vraiment très bonne en termes de goût. Alors, elle était riche en vitamines et protéines, etc. Mais en termes de goût, c'était pas incroyable. Et ils avaient fait ça. Et en fait, sur les premiers mois, ils avaient un petit peu perdu sur la fidélisation des clients. Ouais. Okay. Qui veut être mon associé, vous regardez? Ouais. J'ai fait une candidature hier. Allez, c'est vrai? Ouais, je te jure, c'est vrai. Putain, en plus, je t'avais dit, ton truc, toi, il faut que tu fasses. Ouais, on a fait. Franchement, s'ils le prennent pas, vu les projets qu'ils prennent parfois, ça serait dingue. Ah, y en a, c'est limite, il y a des projets. On a une amie qui aujourd'hui, justement, elle passe le casting de qui va être mon associé, donc à Paris. Ok. Et du coup, nous, on a fait la candidature. Vous avez fait les démarches. Ouais, on a fait les démarches assez longs. Il faut envoyer une petite vidéo, mais c'était un peu le plus dur, mais sinon, j'espère en tout cas qu'on va être sélectionné. Donc peut-être que je te vois l'année prochaine sur ma télé. Ouais, ça sera. Ouais, parce que du coup, le passage, je crois, c'est en septembre et ouais, normalement, ça passe en février. Ok, on croise les doigts. Hein. Ouais, on croise les doigts.
Alors, du coup, business avec sa copine. Je voulais te poser pas mal de questions parce que du coup, moi aussi, tu sais, j'ai la marque aussi avec ma copine. Ouais. Comment c'est? Sans, Bah, sans filtre, dis-moi la bah, vérité honnête. Est-ce que des fois, genre, c'est compliqué? Forcément, ça l'est. tout le Mais temps. tout le temps? Bah, c'est tout le temps compliqué quand on travaille. Bah, déjà, je pense que le plus important, c'est d'être sur la même vision. Quand tu as un associé, peu importe, ça ta copine ou un ami ou n'importe qui, il faut Mhm. avoir la même vision. C'est vrai que moi, ma copine, elle découle pas vraiment de l'entrepreneuriat, donc on a dû beaucoup. Enfin, j'ai dû un petit peu la former sur certains points. Sur la vision, etc. Et bien entendu, ça reste compliqué parce que un conflit que tu vas avoir sur une décision business peut impacter ton couple indirectement Ouais. et ça fait la gueule, etc. Ouais, Machin. ouais. Enfin bref, tu sais très bien comment ça se passe. Mais sinon, vraiment, sur la globalité des choses, je trouve quand même j'ai de la chance parce que ça se passe quand même assez bien. En plus, c'est une bosseuse et je pense si My Better Period, en tout cas, en l'espace de 5 mois, on est arrivé là, c'est grâce à finalement cette philosophie qu'on partage tous les deux. Ouais, ouais, ouais. Mais pour moi, le plus dur, c'est que ça impacte pas ta relation personnelle que tu as avec ben, ta copine. Parce que, ouais, c'est dur de faire le switch, tu sais, mentalement, quand tu bosses toute la journée. Mm. Et tu sais, des fois, genre, à déconnecter, même si on déconnecte quasiment Rarement. jamais au final, c'est très, très dur. Hein. Quand t'es entrepreneur, c'est ça, un des gros problèmes, c'est d'arriver à déconnecter et de profiter pleinement du moment. Pas penser à tes problèmes d'avant, tes problèmes d'après. Vivre, tu sais, le moment présent. Pas penser au passé ni au futur, juste être focus au Ouais. moment présent. Et ça, je trouve que mentalement, c'est compliqué à faire le switch quand t'es avec ta partenaire de ça y est, le taf aujourd'hui c'est fait, viens Mm. maintenant on Netflix and chill et on kiffe, tu vois. C'est compliqué, en réalité, comme tu l'as dit, c'est compliqué parce que même quand tu vas Netflix and chill, tu vas toujours avoir une idée, il y a un truc C'est ça. qui t'arrive et tu as absolument envie d'en parler. Et, Ouais. et des fois, justement, ça peut être aussi frustrant pour ta partenaire parce que elle a juste envie, par exemple, de se détendre et toi, tu es sur une idée révolutionnaire et tu commences à en parler avec excitation et au final, t'as l'autre personne qui n'est pas vraiment dans le même mood. Donc oui, il faut savoir s'adapter. Mais d'un autre côté, moi qui vis pas du tout la même expérience que vous, parce que je suis pas concerné par ça, Ouais. le fait de pouvoir partager ce moment, c'est quand même bien. Parce que moi qui ai du mal à me déconnecter, un peu comme vous, le problème c'est que si je me déconnecte pas, si je partage pas ce moment avec ma copine ou autre, et ben moi je suis de mon côté avec mon PC, je travaille, et la personne, que ça soit copine, famille ou autre, bah, ils sont du leur. On peut Mhm. pas partager de moments. C'est pareil, c'est assez compliqué de parler business parce qu'ils sont pas dans ce monde-là, donc ça les intéresse pas tellement, donc ils décrochent assez vite. Que là, vous pouvez partager ces moments avec, en l'occurrence, vos copines. Ouais. Et je trouve ça quand même cool. Même si c'est assez risqué, dans le sens où ça peut quand même être conflictuel si vous n'êtes pas d'accord. Mais si ça se passe bien, c'est quand même intéressant de le faire. Il y a des pour et des contre, je dirais. Ouais. Ouais, c'est comme tout. T'as pas de copine, toi, du coup, William Si, j'en ai une. T'as une copine? Ouais. Ok. Et est-ce que tu vois une différence, genre le William de quand il a une copine, de quand il a pas de copine? Purement en termes de business. Parce que Purement. moi, je te donne mon avis. Moi, le problème que j'avais, j'ai déjà eu des copines dans le passé, c'est que quand je suis genre célibataire, vraiment, mon focus, il est vraiment full business. Et j'ai remarqué que c'est là où j'avais les meilleurs résultats. Et dès que je me mets en couple ou avec une copine ou une nouvelle copine ou peu importe, j'ai remarqué que, tu sais, je me laissais genre, comment dire, j'étais pas le Bastien qui avait autant la dalle de quand il était tout seul, célibataire. Parce que tu dis, vas-y, je veux construire un empire tout seul, j'ai que ça à faire de toute façon. J'ai 100% de mon temps accordé pour devenir cette personne-là. Mhm. Et une fille, ça prend du temps. Franchement, une fille, voilà, tu l'amènes au resto, ça veut ça, ça veut aller ici, ça veut là, ça veut voyager. Même, tu sais, dans la journée, ça prend de l'énergie, ça te pose plein de questions, machin. Mais c'est ok, tu vois. Ouais. Mais juste, c'est pas la même chose. Moi, je sais que c'est pas la même chose. Je suis pas le même Bastien quand je suis seul de quand je suis accompagné. Bah, moi, je suis mitigé. Honnêtement, je suis mitigé. Ouais, moi aussi, je suis un parce peu que mitigé. Moi, je trouve, enfin, pour donner mon point de vue, que quand tu as une copine, au moins, tu penses à ta copine et à ton business. Donc finalement, les moments que tu passes avec elle, etc., bon, bah, tu vas au resto, tu passes du bon temps, etc. Mais quand t'en as pas, le problème, c'est que tu n'es pas uniquement non plus sur le business, parce que t'es aussi, bah, tu peux être un peu dans la chasse, dans le sens où que tu sors beaucoup plus, Ouais, tu vas en c'est soirée, donc ça te prend de l'énergie, ça te prend du temps, tu le fais quand même beaucoup moins quand tu es en couple, tu bois de l'alcool, donc le lendemain, c'est quand même assez compliqué de pouvoir enchaîner sur le business. Tu parles à d'autres filles potentiellement, donc manque pareil, de focus au ça te final. prend du temps, c'est vrai. manque de focus, C'est vrai. gros manque de focus. Que je trouve que quand tu es avec quelqu'un, bah, tu penses à elle et à ton business, et ça te permet d'être parfois beaucoup plus focus. Beaucoup plus stable aussi. Ouais. Et d'ailleurs, moi, la stabilité, par exemple, pour moi, je sais que c'est trop important. D'avoir une base stable, une copine stable, où c'est bon, genre, on a tous les deux la même vision, on sait où on veut aller.
Et tu vois, ben, c'est grâce à ça, je pense aussi que tu vois, j'ai créé CocoWax, par exemple. À cette période-là de ma vie, genre, voilà, j'avais fait beaucoup de sous en crypto, j'avais de l'argent, mais j'avais plus de projet. Et je me suis dit, je veux créer quelque chose de stable, un business stable tous les mois qui me rapporte du cash. Et ouais, quand tu as une copine, tu sais, tu veux ben, assurer ton futur, quand il y aura des enfants, quand il faudra acheter la maison. Je pense qu'on est tous comme ça. Notre crainte, c'est de manquer. Tu sais, on va être le provider, le mec Ouais. qui rapporte l'argent à la maison. Et je pense qu'un homme, il se sent heureux comme ça. Tu vois, quand c'est à lui, il a ses trucs à faire, il a l'argent à rapporter. Et c'est comme ça qu'il se sent heureux, épanoui. Et je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui peuvent se sentir frustrés parce qu'ils sont pas dans cette position de, voilà, you made it, ils l'ont pas encore fait. Et du coup, voilà, ils sont dans cette chasse continue, tu sais, de trouver le business, l'opportunité pour qu'ils se mettent bien financièrement et qu'ils mettent bien leurs proches forcément, donc la copine, etc. Mais c'est pas... On veut tout ça, donc forcément, il y a de la compétition. Et si tout le monde veut la même chose, ben, l'objectif, il est compliqué à atteindre. Parce que Il faut faire les choses différemment. faut faire les choses Il différemment. faut faire la même chose, mais différemment. Il faut se différencier. D'ailleurs, la clé du succès, je pense qu'on partage un petit peu tous la même vision, mais ouais, elle est dans la différenciation. Si tu fais la même chose que tout le monde, que 95% des gens qui sont en train de faire maintenant, tu es sur la mauvaise direction. Mais à l'inverse, si tu fais les 5% restants que personne ne fait parce que c'est trop dur ou parce que X ou Y raison, Ouais. là je pense que voilà, nager à contre-courant, c'est trop puissant. Bah, typiquement, tu l'as dit, regarde ce que tu as fait avec les avis Trustpilot. Finalement, tu as fait quelque chose qui était différent de ce que la plupart des gens allaient faire. 95% des gens, ils allaient juste envoyer à la rigueur une thank you card ou un mail ou des choses comme ça. Alors que là, en fait, toi, tu as su réfléchir au process d'une manière différente Ouais. et tu as trouvé ce point de différenciation. Ouais. Et je pense que aussi il y a des gens qui n'ont pas de juste milieu avec le mot différent. Il y a des personnes, ils comprennent différent, c'est j'innove, je fais tout de A à Z, et à ce moment-là, tu peux te mettre comme une grosse balle dans le pied. Aujourd'hui, par exemple, CocoWax, tu as fait quelque chose de différent, tu t'es différencié de la concurrence, tu es allé sur un marché inexploité pour ton produit, et du coup, tu as su bien marcher. Aujourd'hui, les personnes qui essayent d'innover de A à Z, je pense que ça reste assez plus compliqué. Ça reste assez compliqué. Ça demande trop de fonds. Et tu le sais très bien, toi, William. Quand tu veux créer un projet de A à Z, c'est que derrière, tu es backé par des investisseurs. Et l'argent est à gogo, c'est pas ça le problème. Mais ouais, totalement. Ça demande trop de fonds, c'est trop risqué, c'est trop lent, dans le sens où ça prend des années, la plupart du temps, avant d'avoir des résultats. Est-ce que les gens ont ce temps à perdre ? Encore, nous, en tant qu'entrepreneurs, on a déjà un passé, on a déjà des choses en place. Donc, au final, on peut se permettre à la limite de prendre ce risque-là. Mais est-ce que c'est un risque qui est intéressant à prendre, d'innover systématiquement et de risquer l'échec ? Moi, je pars du principe que c'est mieux de prendre quelque chose qui marche et de l'améliorer. Un petit peu comme ce que tu as fait encore une fois. Je suis d'accord, et justement dans ton discours je me retrouve un petit peu avec My Better Period où justement j'ai innové, et je trouve d'ailleurs que l'innovation ça reste quelque chose d'assez dangereux, mais justement j'ai voulu prendre le moins de risques possible, et c'est pour ça qu'en fait cet applicateur on l'a créé avec la même forme inspirée de l'applicateur à tampon. Du coup, en fait, c'est assez familier pour les gens. C'est ça. Alors qu'en fait, on aurait pu partir sur d'autres formes, peut-être une forme de pince, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que quand il faut innover, il faut le faire intelligemment, sans forcément changer les habitudes des gens ou de consommation. Toi, ton innovation, ça leur permet de gagner du temps. C'est plus simple pour eux au quotidien, ça aide beaucoup de gens, etc. Et la connaissance marché, tu l'avais déjà, tu savais comment ça se passait, tu savais à peu près dans quelle direction tu allais aller. Donc ouais, c'était quand même un risque calculé. Ok. Bon, mais tout à l'heure, on parlait de copines. Les gars, quand vous allez au resto, qui c'est qui paye la bille ? Bah, moi, franchement, pour ma part, ça dépend. J'essaye de la payer au maximum. Après, je pense que toi, tu connais ma copine. C'est un profil avocat. Je sais pas si ça se ressent sur la profession. Elle voulait être juriste, c'est ça de base, Lola ? Non, avocate. Mais elle fait toujours ses études d'avocat en parallèle de My Better Period. Elle a pas arrêté. Avait lâché. Okay. Ah non, Okay. Ce matin encore, elle était en cours. Non. Elle continue, elle est sur sa dernière année. Mais par rapport à, bah voilà, ça reste, je pense, un profil qui est indépendant, qui veut s'assumer. Et pour la petite anecdote, moi, le premier jour où je l'ai date, j'ai voulu payer le verre comme 99% des mecs frais. Ben, en fait, elle m'a pas laissé, elle a dévancé la carte et presque elle m'a bousculé pour payer. Donc, bien entendu, tu vois, je suis d'accord avec toi sur cette notion. On est des hommes, on veut ramener l'argent à la maison, etc. Après, il faut aussi, je pense, s'adapter au profil de la personne parce que ça pourrait gêner quand même pas mal de femmes de vouloir tout le temps être gâtées indirectement. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, moi, pour ma part, je suis un petit peu dans le même cas que toi, même si j'ai toujours le réflexe de payer en réalité. Mais parfois, pareil, je me fais devancer. Mais sinon, si j'ai la possibilité de payer, je le fais, quoi. Je pense qu'on a tous un peu ce réflexe. Non, moi, c'est tout le temps. Il n'y a même pas une seule fin.
Oui, ou alors des fois, elle veut montrer que. Mais pour moi, non. Sinon, Tu te sentirais mal? Enfin, tu te sens mal quand elle paye, genre? Je sais pas, pour moi, c'est normal. En fait, la question, elle se pose même pas. Ouais, Mais je pense aussi que c'est culturel. Ça veut dire qu'en ok. France, je pense que si j'étais resté toute ma vie en France et que je me serais mis avec une copine 100% française, c'est pas les mêmes traditions, c'est pas les mêmes mœurs. Ouais. Mais le fait à Dubaï, voilà, j'ai eu, je vais pas dire des mentors, mais tu sais, des grands frères qui étaient dans le business, qui avaient 35-40 ans. Et je vois, tu sais, ils disent pas, mais je vois, et jamais hors de la vie, enfin hors de question qu'une meuf paye quoi que ce soit. Genre, on va au resto dehors, même si, je sais pas, Noir, on va à Dubaï au restaurant, t'as trois potes de Lola, mais elles sortent pas leur carte bleue, tu vois. Et c'est normal. Moi, je trouve ça un peu bizarre quand même. Moi, je partage pas trop cette mentalité parce que, ok, aujourd'hui, bah déjà, bah après voilà, ça c'est vraiment mon point de vue. Mais tu vois déjà, moi, je suis pour l'égalité homme-femme, Mhm. bien entendu. Moi aussi. Et ouais, bien sûr. Mais du coup, pour moi, ça se retranscrit aussi bah, finalement sur l'argent. Pourquoi ta copine elle ferait de l'argent, par exemple, elle va faire de l'argent, elle l'aurait potentiellement le droit que de le dépenser pour elle, pour son propre shopping, etc. Et pas finalement de le partager. On partage une vie commune, donc un couple, donc je trouve ça normal finalement de aussi bah, pouvoir se partager des billes, enfin pas faire 50-50, je parle pas de ça, mais qu'en gros ta copine aussi elle a envie de te faire plaisir. Sans Ah forcément oui. se poser Non, des mais te questions, faire sans que ça plaisir. soit cringe, tu vois. Genre, je t'avoue que là, toute la semaine, on se fait des restos. Quand elle payait, bah, je me disais, bah, là, je te payais, tu vois. Je me disais pas, ah, c'est bizarre, elle a payé, j'assure plus la situation. Non, je me dis pas Non, du ok, tout ça. ok. Non, mais se faire plaisir, ok, genre elle t'offre des petits cadeaux, des petits machins, tu refuses pas un cadeau. Mais voilà, moi, dès qu'on est en voyage, dès qu'on est au resto, enfin, la question se pose pas. Et je pense que c'est moi, en fait. Je pense que c'est juste moi qui aimerait pas, en fait, la. Je sais pas, c'est moi le provider et j'aime ce rôle-là, tu vois. J'aime avoir ce rôle-là Ouais. de provider. Donc ça, après, c'est cool, fait. On a tous des avis différents. Moi, c'est ça que je trouve lourd aussi. Mais je pense aussi que ça reste culturel, vraiment. Parce que tous les mecs que je connais, que je côtoie à Dubaï, c'est comme ça. Après, bon, il y a la situation qui peut te permettre. Est-ce que, tu sais, la vie, c'est des hauts, des bas. Des fois, il y a des situations où c'est un peu compliqué. Mais, euh, mais ouais, moi, j'ai des potes. Je sais que même quand les périodes où vous avez quasiment plus de thunes, je sais pas si c'est de l'ego, si c'est de l'honneur, si C'est c'est de dans les l'ego, à mon gènes. sens. À mon sens, c'est un peu de l'ego. Après, Je pense aussi. après, je comprends. Enfin, moi, par exemple, ma famille qui est au Maroc, ils sont un peu pareils. Enfin, quand je vois mes tantes, donc les sœurs de ma mère, c'est la même chose. Quand on va au resto, ou même ma mère, en fait, je Mhm. parle de ça. C'est mon père qui va payer. Mhm. Après, voilà, c'est culturel. Après, voilà, comme j'ai dit au tout début, il faut aussi s'adapter par rapport au profil de la personne. Ouais. Mais je pense Mais- pas que une réflexion ou l'autre, elle soit mauvaise. Il faut juste être à l'aise avec. Mais je pense que c'est de l'ego aussi, parce que moi, je partage un petit peu ton avis à Noir, mais j'ai plus le réflexe de Bastien. Et c'est vrai que quand on paye pour moi, je suis un peu dans le mode, en mode comment va réagir le serveur, enfin, c'est un peu bizarre, etc. Tu vois. Donc il y a quand même beaucoup d'ego dans l'histoire, je pense. Ouais, ouais. Et pourtant, l'ego, c'est l'ennemi de l'homme. Mm. Mais il Et y a on en des a petits tous. trucs où on en a tous. On en a tous. En parlant d'argent, pour vous, c'est à partir de combien d'euros de bénéfices? Donc après impôt, après tout ce que tu veux, combien d'euros de bénéfices par mois vous vous sentez bien? Tout est relatif. Alors, je sais que moi et William, on va pas être d'accord. Peut-être tous les trois, en fait, on va pas être d'accord. Euh, Possiblement, ouais. je pense déjà, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Est-ce que c'est ton bénéfice que tu vas réinvestir dans ta vie perso ou est-ce que c'est ton bénéfice que tu vas réinvestir dans le pro? Vie perso. Vraiment, toi, Ah, Noir. Ah. ça change la donne. Ouais, ouais. Ça change la donne. T'as raison, on précise. Vie perso, pas de réinjection dans le business pour launch de nouveaux produits ou quoi que ce soit. Vie perso, De toute façon, toi, il y a pour que tu puisses vivre confortablement ta vie de tous les jours, Ouais. répondre à tes besoins, etc. Bah, après, moi, personnellement, j'ai jamais été quelqu'un de très dépensier. Enfin, j'ai pas besoin de. Moi, du moment où j'ai ma propre liberté, donc pouvoir m'assurer 2 voyages par mois, j'adore voyager du coup. Ouais. Mais je pense que c'est ce qui me coûte presque le plus cher. Mais j'ai pas besoin d'aller faire du shopping toutes les semaines. Donc, je pense que sur un. Perso, je pense sur un 6K, je pourrais très bien vivre. Même si je gagne 100 000 par mois, je pense que 6K, ça restera toujours suffisant. Après, bien entendu, plus on Bien gagne sûr, de bien sûr. l'argent. Mais Et 6K, plus on ça en- va. 6K, tu t'en sors. Ouais, 6K, Ok. 6K, perso, je pense que je m'en sors. Ok. Après, pour le moment, j'ai pas encore eu la chance de gagner 100 000 euros le mois. Ok. Mais peut-être qu'en fait, bah, tu gagnes 100 000, ça fait pousser des ailes et tu as envie de naturellement Ah, c'est augmenter lourd. ton. Tu gagnes 100K. J'ai déjà eu la chance de gagner 6 chiffres par mois net. Ouais, Et en étant jeune en plus, ouais. ah, tu pètes les plombs. Ouais, Vraiment. tu vas Ouais, ouais, augmenter ton niveau de vie, quoi. Ah, mais naturellement. Et c'est très rare. Enfin,
j'en ai discuté avec pas mal de gens qui sont arrivés. Et c'est très rare, surtout quand tu es jeune, de garder la tête sur les épaules et tu sais, ok, calme, t'analyses la situation. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Hop, investissement, machin. T'as pas ce réflexe-là quand tu es jeune. Toi, tu veux juste cramer toutes les frustrations que tu as eues quand tu étais jeune. Ouais, vivre cette vie trop tôt. Ouais, tout ce qu'on t'a vendu sur Internet, toi aussi, tu sais, tu veux faire ces putains d'hôtels, ces putains de pays de voyage, les SAP, les Rolex, machin. Je pense que c'est naturel. Ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois et ça a été la pire erreur de ma vie. Je crois que c'était à moi, j'avais gagné 30 000. Et dans le même mois, j'avais claqué 20 000. Donc, T'étais à Dubaï? J'étais à Dubaï. Normal. J'étais à Dubaï, donc c'était une Welcome période to Dubaï. où c'était tous les jours Lambo, Ferrari, hôtel, on va dans des restos. Enfin, en plus, c'était pas n'importe quel resto. Ouais. Donc ça va vite en soi. Mais Mais ça a été très frustrant quand ça se termine et tu vois qu'il te reste pas trop de thunes parce qu'en plus à ce moment-là, j'avais pas forcément trop de thunes. Tu te rends compte que en vrai, l'argent, comme tu disais au début de ce podcast, c'est pas, tu gagnes pas tous les jours comme ça. ouais, des hauts, des bas, des hauts. Voilà. Tu regrettes cette période où t'as claqué genre Non, c'est ça qui est un peu paradoxal. Je regrette pas parce que aujourd'hui, quand j'en reparle, c'est l'un des meilleurs souvenirs. C'était incroyable. Ouais. Mais moi, par rapport à ça, j'ai déjà eu la chance également de gagner du coup plus de 6 chiffres par mois. Et étant donné que j'ai eu la chance d'avoir une intelligence financière entre guillemets très jeune et d'avoir conscience que pour atteindre mes objectifs, j'allais avoir besoin d'argent et beaucoup d'argent. Du coup, ça fait que forcément ton train de vie augmente, surtout quand tu es à Dubaï, t'as qu'une envie, c'est dépenser. Ouais. Mais j'ai jamais été non plus dans le je gagne 100K, je vais dépenser 100K. Ok. Ouais, je me suis toujours dit c'est pas assez. Aujourd'hui, je gagne 100K, j'en gagne 150. C'est cool parce que je vois mon compte augmenter. Je peux me diversifier plus facilement. Je peux poser un peu d'argent là. Donc ouais, en fait, 100K, j'avais le sentiment de le dépenser dans le sens où j'allais le réinvestir ailleurs pour gagner toujours plus. Mais ouais. Mais William, c'est son profil. Je le trouve hyper terre à terre. Tu sais, genre. Bon, des fois. Ouais. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, tout à l'heure, quand je t'ai demandé quand est-ce qu'on s'était rencontrés la première Ouais. fois. Je crois que je m'en souviens, à l'époque, tu sais, j'avais une villa là, à Rabela, à Dubaï. Et je crois que tu m'avais demandé, Bastien, est-ce que je peux te prendre ton range? J'avais un Range Rover Sport à l'époque. Ouais. Je dis, ouais, y a pas de souci. Il prend les clés, il prend le range. Frère, le moteur froid, hein. Il me tape une axelle de zinzin dans la résidence mais il avec était tout le fou. monde. Ça, c'est le problème des Lambeaux aussi. C'est le problème des Lambeaux. Il était fou à l'époque. C'était un range, c'était pas une Lambo. Ouais, je sais, mais je veux dire, c'est le problème Ah, de. le réflexe de... C'est le réflexe de t'es à Dubaï, tu conduis. C'est tous pour les ça jours qu'il des te faut belles pas une voitures, Lambo, donc, tu vas la fumer en 2 minutes, quoi. Non, j'ai un peu changé par rapport à ça. Ouais, on devient plus sage avec le temps. Et les Ok, expériences surtout. Et les expériences, ouais. 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 Parce qu'au final, c'est la seule chose qui restera quand on sera plus là. Enfin, je pense que sur ton lit de mort, le truc que tu veux vraiment pas, c'est juste accumuler du cash et rien faire, Clairement. avoir rien vécu. C'est au final ce cash-là. Et ça, c'est bien aussi quand tu es habitué à avoir un peu d'argent. C'est que tu sais que cet argent-là, toutes les dépenses bêtes que tu as pu faire avant, tu les as déjà faites. Ça y est, c'est mis de côté. Et maintenant, tu sais, genre, tu as de l'expérience avec l'argent et tu vas le dépenser. Tu sais comment le dépenser. Et le problème, c'est naturel, hein, mais tu sais, les nouveaux riches, entre guillemets, ils savent pas ça. Eux, ils vont faire tous les trucs bêtes que toi, tu as déjà fait. Mais toi, maintenant, tous les vrais billets que tu fais, tu sais où ça part, Ouais. tu sais quelle expérience tu vas vivre à peu près, etc. Parce que tu te connais. Et ça vient qu'avec l'expérience. Mais je trouve ça intéressant ce que tu es en train de dire, surtout par rapport au lit de mort, etc. Et moi, je sais pas vous, mais justement sur chaque décision qui est un peu risquée, parce qu'aujourd'hui on le sait, chaque choix a une conséquence, bah, je me dis, est-ce que, admettons même si c'est un mauvais choix, est-ce que finalement je le regretterai pas sur ce lit de mort? Enfin, des fois j'y pense à ce lit de mort. Je sais pas si vous l'avez, si vous aussi vous avez cette habitude de Non, personnellement, mes choix. pas avoir de regrets finalement à la fin en fait. Ouais. C'est vraiment partir sur un truc où tu te dis j'ai pas de regrets. Moi, j'ai pas peur d'avoir de regrets, en tout cas liés à l'entrepreneuriat, même mes échecs, etc. En vrai, pour moi, c'est de l'expérience, donc c'est pas forcément quelque chose qui me fait peur sur le long terme. Moi, à la limite, ce qui me fait peur sur mon lit de mort, c'est de ne pas avoir atteint certains objectifs, mais sinon d'avoir fait des erreurs dans mon parcours, ça, c'est pas forcément quelque chose qui me fait peur. Alors d'aujourd'hui, les gars, comment vous vous formez? Parce que j'imagine que, bon, question, est-ce que vous vous formez encore à l'heure d'aujourd'hui ou alors vous pensez que vous avez plus rien à apprendre? Donc non, pour moi, on a toujours des choses à apprendre. Le marché évolue très vite, donc dans tous les cas, il faut s'informer, il faut voir ce que les gens font ailleurs. On peut gagner beaucoup d'argent, dans tous les cas, il faut quand même regarder s'il n'y a pas moyen d'optimiser des choses. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on va acheter une formation, quand on va prendre un coaching, j'en prends pas personnellement, mais on va pas forcément apprendre énormément de choses, mais des fois, il suffit d'un seul élément pour changer Moi, l'intégralité de ton je business. suis pas vraiment d'accord. Que ce soit dans tous les domaines. Enfin,
Pour moi, et ça c'est vraiment une culture un peu américaine et dubaïote d'ailleurs, c'est que moi il y a un mec que je suis sur YouTube qui s'appelle William Brown et c'est un mec qui coach, si tu veux, les plus gros youtubeurs du monde entier, hein, tout ce qui est Mike Thurston, enfin, c'est des mecs super gros à Dubaï qui sont coachés par ce mec-là. Et ce mec-là, enfin, c'est le premier à dire que si tu veux quelque chose dans la vie, ou tu as deux choix. Soit tu fais ta propre expérience toi-même et bon, ben, t'apprends, tu te casses la gueule, ça te prend énormément de temps, tu perds énormément d'argent. Ou alors tu vas avec un mec qui est déjà passé par là où t'es, mais un vrai mec sérieux. Et c'est là tout le problème, entre guillemets, à trouver ce vrai mec sérieux-là qui peut vraiment t'aider. Mais qui est déjà passé par là où tu veux aller, qui a fait toutes les erreurs, qui s'est cassé les dents. Typiquement dans l'immobilier. Je sais pas, est-ce que l'immobilier, tu préfères être coaché par quelqu'un qui a acheté genre 50 appartements à Paris depuis 20 ans, donc qui a une expérience de zinzin, ou alors tu préfères commencer toi-même et voilà. Je pense que je me suis mal exprimé tout à l'heure, parce que justement, ok. j'ai dit que c'était bien de se former. J'ai dit qu'aujourd'hui, même à continuer d'acheter des formations, pour moi, c'est une bonne chose. Ah, Donc, de coaching, de l'accompagnement. Non, on parle. en règle générale, non, j'ai dit que les coachings, c'était une bonne chose, sauf que moi, j'en faisais pas forcément. Ok. Mais l'accompagnement, pour moi, c'est une bonne chose. Et je disais juste qu'aujourd'hui, par exemple, on va acheter une formation dans le e-commerce, on va pas apprendre grand-chose, Ouais. mais on peut apprendre des choses qui peuvent nous permettre de changer notre Souvent, business. c'est des petits trucs. C'est des petits trucs. Tu vas pas tout réapprendre. Ouais. Mais tu sais, ça peut être une petite info. Par exemple, l'astuce Trustpilot. Les mecs qui ont des brands, je peux t'assurer qu'ils vont le faire là. Ils vont tous faire ça. Tu sais, c'est des petits trucs, des petits tips qu'en fait, quand moi, tu as je vais des le faire. gros business, quand tu as des gros business, c'est souvent des rien, tu sais, des petits trucs à droite à gauche qui peuvent te faire passer de pas profitable à profitable en une année, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Bah, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure. Là, moi, qui suis en ce moment dans la fusion-acquisition, j'ai acheté une formation dans le secteur pour aller plus vite, avoir énormément de connaissances rapidement et éviter de faire toutes les erreurs que les autres ont fait avant moi. Donc, Prix de la non, formation, combien 8 000 la formation. À la place de 16. Sacré discount. Ouais, Sacré discount, il a bien négocié. C'est de la discount au dropshipping, ça. Et toi, t'as pas de problème avec ça de payer 8K une formation? Non, ça me choque pas forcément. Aujourd'hui, 8K une formation, quand on voit qu'il y en a à 30, justement, le coach dont tu parlais tout à l'heure, je pense que c'est plus 50 le coaching, Ouais. voire 100 000 le coaching. Donc, Ça va super haut. Ouais, ça va Mais super haut. pourquoi? Parce que derrière, La ok, ça connaissance coûte se paye. 50, mais si derrière tu peux en faire x10, c'est worth it. Enfin, Ouais. c'est of course. Non, clairement, la connaissance se paye. Si moi, j'avais pu éviter aujourd'hui de faire certaines erreurs que j'ai pu faire dans mon parcours, juste en payant 8K, 10K, je l'aurais fait. Donc non, c'est pas quelque chose qui me choque. Ok. Juste si voilà, le A noir et le William d'il y a 15 ans. Là, 15 ans. on fait un retour en arrière. Enfin, qu'est-ce que vous lui diriez à ce petit William ou ce petit A noir voilà, pour l'aider dans sa vie, lui donner des petits tips, des petits conseils qui lui auraient fait gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, un petit peu tout. Comme si c'était ton petit frère. Quel conseil t'aurais aimé donner à cette personne-là pour éviter tous les pièges de la vie, même si moi je pense que c'est bien de se casser la gueule soi-même, parce que c'est la meilleure école. T'as beau être conseillé par-ci, par machin, si tu l'as pas vécu toi-même, ça sera toujours différent de si t'écoutes quelqu'un qui te dit oui attention, voici ça, etc. Donc alors, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Moi, je pense que je lui aurais peut-être juste dit de passer plus vite à l'action. Honnêtement, je pense que ça a été, malgré le fait que je voulais passer à l'action, il y avait toujours cette petite peur que, d'ailleurs, c'est humain, c'est nous, être humains, on est comme ça, qui a fait que, en fait, j'ai pas voulu prendre trop de risques au début, parce qu'en fait, je pensais je pensais plus au risque qu'au succès, et je pense que je leur ai dit vraiment de passer vraiment à l'action. T'as trop procrastiné, tu penses, dans ta vie? J'ai pas procrastiné énormément, mais j'ai un petit peu procrastiné. J'ai procrastiné quand même une belle année où j'étais pas vraiment assidu. Ça veut dire que je faisais les choses, mais à moitié, etc. On l'a tous eu de toute façon à cette période, je pense, de procrastiner, Ouais. d'avoir ce feeling où tu branles sur ton lit ou ton canapé, où tu es sur les reels, TikTok, Netflix, machin, et tu te dis vas-y, il faut que je fasse un truc là maintenant. Et tu peux procrastiner avant d'avoir de l'argent parce que tu as peur de te lancer dans tous les cas, tu penses pas. Mais le plus gros risque aussi, c'est de procrastiner quand tu as de l'argent. Ouais, Parce que quand tu as de l'argent, le problème, c'est que tu sais que demain, tu pourras manger. Tu sais que demain, tu peux voyager sans aucun souci. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce que tu n'as plus nécessairement besoin de te lever. Dans le sens où tu peux payer les frais que tu as, etc. Sauf que tu n'avances pas, mais dans tous les cas, tu n'as pas trop de problèmes. Donc tu dors quand même bien la nuit. Et pour moi, c'est encore plus compliqué de procrastiner après avoir fait de l'argent qu'avant. Ça c'est vrai. Parce que ouais, une fois que tu as tes sous, une fois que tu as ton petit matelas bien de plusieurs centaines de milliers d'euros, tu te dis ça y est, demain je peux faire ce que je veux, je peux voyager, je peux machin, mais garder cette motivation-là, cette discipline-là, et garder cette dalle-là, ça peut...
ça peut vite disparaître, faut faire attention. Ok. Toi, William, petit conseil que tu donnerais? Moi, je pense que je dirais la même chose, de passer à l'action plus vite, mais je suis déjà passé à l'action assez jeune. Donc au final, c'est quoi plus vite? Forcément, ça aurait été à 15 ans, 16 ans, à 12 ans quand j'ai commencé à vouloir me lancer, entre guillemets. Mais mis à part ça, forcément, ne rien lâcher, éviter les moments de procrastination parce que ça m'est arrivé aussi personnellement. Avoir tendance à procrastiner. Moi, aujourd'hui, je suis aussi beaucoup dans la délégation. J'aime beaucoup déléguer. Et peut-être ce que j'étais prêt à faire quand j'avais 18-19 ans, je suis plus forcément prêt à le refaire dans le sens où les tâches chronophages que tu peux facilement déléguer, c'est aujourd'hui plus compliqué. Aujourd'hui, moi, quand je pense à lancer un business, je ne pense pas à comment je vais travailler dans ce business, mais comment je vais le déléguer. Aujourd'hui, moi, mon vrai travail et mon vrai challenge, c'est la délégation dans le sens où je pense qu'à ça. Aujourd'hui, si je lance quelque chose, si je rachète quelque chose ou quoi, c'est qui va le faire, comment il va être fait et comment je vais pouvoir le déléguer. Et si c'est impossible de le déléguer, je ne vais pas y aller. Pour tout et n'importe quoi. Donc ça peut être un défaut comme une qualité, mais aujourd'hui c'est vraiment ma philosophie, c'est je ne fais rien si c'est pas possible de le déléguer. Bien sûr, il y a certaines tâches, c'est compliqué, il faut quand même regarder ce qui se fait, il faut être proche des chiffres, proche de tout, mais je pense que je suis difficilement prêt aujourd'hui à lancer un business qu'à terme je ne peux pas déléguer. C'est pour ça que moi aussi, je vais revenir un petit peu sur la question que tu avais posée juste avant sur la formation, donc continuer à se former. Je trouve, en tout cas, ça c'est vraiment une autre étape dans le business, mais c'est vraiment en fait de commencer à trouver des A-players. Donc les A-players, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui sont vraiment très performants dans un domaine. Et en fait, c'est de cette manière-là, finalement, c'est en trouvant des A-players, donc un qui gère super bien la communication, l'autre qui gère super bien Facebook Ads, un autre qui gère, je sais pas, chaque rôle, chaque entreprise est différente. Mais je trouve que c'est vraiment de cette manière-là et cette vision américaine, tu peux vraiment scaler des boîtes. Ouais. Mais ça, c'est dans une autre étape du business, je pense. T'as beau être l'entrepreneur le plus performant que tu veux, ta boîte, tu peux pas la faire tout seul. À un moment donné, si tu veux grossir, impossible. C'est impossible. Naturellement, tu es obligé d'embaucher à droite, T'as 24 à gauche, heures dans ta journée comme tout le monde, tu peux pas tout gérer. Ouais. Ok. J'avais une question là qui me trottait en tête que j'ai vu passer sur Twitter. Ouais. Pour vous, c'est quoi le plus dur entre faire ses premiers 0 à 10 000 euros, faire ses premiers 10 000 à 100 000 euros, ou faire ses premiers 100K jusqu'à atteindre le million et plus? Je pense que le processus n'est pas pareil. Alors, il y a deux types de difficultés pour moi majeures. C'est celle de passer de 0 à 10 000. Parce que c'est là où... En fait, c'est quoi? J'ai envie de te dire, c'est de passer de 0 à 2 000. Parce qu'en vrai, une fois que tu arrives à faire même 2 000, 3 000, ça y est, tu les fais les 10 000. Ça, pour moi, c'est un peu la plus grosse difficulté parce que je pense qu'il y a pas mal de barrières limitantes, tu n'y crois pas. Tu peux être vite déçu par certains échecs, être vite déçu par certains échecs. Tu taffes pendant des mois et tu as 0 résultat. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la barrière du premier step dans le business. Mais une fois que tu rentres ça, donc franchement, arriver à 100K, c'est facile. Par contre, de passer de 100 000 à 1 million, là, c'est encore une autre histoire parce que ça va commencer à être très stratégique. Donc, un peu comme ce que tu as dit, toi, où il va falloir que tu commences à améliorer le Trustpilot. Donc, réfléchir à des stratégies parce que tu sais que c'est comme ça, en fait, c'est ton funnel. Les gens, ils voient ta marque, ils vont checker sur Google. Ensuite, ils achètent. Et c'est comme ça, au final, que tu arrives à scaler ton business. Donc, c'est deux stratégies qui sont différentes. Et donc, le plus dur pour toi, ça serait quoi? Là, le premier de 0 à 10K? Je pense que ça serait quand même le premier. Parce que le reste, c'est que des process et un peu du jot et je pense que n'importe qui peut y arriver. Avec de la détermination. Okay. Donc pour moi, c'est pareil, je suis un petit peu mitigé parce que les premiers milliers, dizaines de milliers d'euros, c'est à mon sens quand même les plus compliqués dans le sens où tu ne sais pas si ça peut marcher, l'échec peut faire peur, donc beaucoup de personnes abandonnent. Donc les plus gros abandons dans tous les cas, c'est sur la phase 1 du business. Donc voilà. Mais après, pour moi, quand tu passes un certain cap, ça peut l'être également entre 100 000 et 1 million. Dans le sens où c'est le moment où ton lifestyle, où ta vie commence à changer, où tes envies commencent à changer, tu commences à gagner beaucoup d'argent, donc tu es quand même dans l'obligation d'en dépenser. Tu peux pas rester dans ta chambre, rester dans ton petit studio de 10 mètres carrés toute ta vie, surtout quand tu commences à gagner des 10K, des 20K, des 30K mensuels. Donc le risque, il est là. C'est d'avoir de l'argent et de vouloir en dépenser et du coup de ralentir ta croissance. Parce qu'aujourd'hui, de passer de 20 000 à 100 000, c'est pas très compliqué comparé à de 100 000 à 1 million. Ah, moi je pense comme toi. Ouais. Pour moi le plus dur c'est de passer à 100K à 1 million. Cette barrière là, d'ailleurs moi j'ai jamais fait mon premier million d'euros de bénéfices nets, toujours pas encore. Hein. Ouais. Je travaille pour mais je l'ai pas encore fait.
Mais oui, comme tu as dit, pour moi, de 0 à 10K, n'importe quel abruti peut le faire. De nos jours, tu as zéro excuse, mec. Tu as ChatGPT, machin. Mec, à l'époque, on n'avait pas ça. La C'est vrai tranche, que la ça, tranche c'est est peut-être génial. pas assez haute, entre 0 à 10, parce que vraiment 10K, pour le coup, tout le monde peut le faire. Parce que même sur un coup de chance, même en mettant 300 euros sur un token, tu peux arriver à 10 000 jeux. Ouais, 300 balles Donc, sur une influx, 300 balles sur une crypto. Tu peux Donc les faire. en vrai, C'est 10 000, vrai. c'est peut-être pas assez. C'est peut-être le 0 à 50, on va dire, le plus complexe, parce que tu as 15 000 occasions de t'arrêter. Mais après, pour moi, ça reste quand même le 100 000 à 1 million. 100 000, 1 million, parce Et- que la barrière des six figures, c'est là où tu commences un peu à prendre la confiance. En Ouais. vrai. Ouais. C'est là où tu commences un peu à hop, et c'est là où ça devient dangereux. C'est là où tu augmentes ton lifestyle. Et comme on a dit, la vie, c'est des hauts, des bas. Et une fois que tu t'habitues à un lifestyle, ça m'est arrivé. Et qu'en plus, tu fais des expériences de fou, tu voyages, resto, ça devient normal. L'être humain, il s'habitue super Ouais. vite. Et quand tu es dans tes périodes de down où l'argent, pour X ou Y raison, il rentre moins qu'avant, c'est super dur de downgrade son lifestyle. Et mentalement, c'est chaud. Ouais, vous m'avez convaincu. C'est vrai que je retire tout ce que j'ai dit. Par contre, je pense même que la tranche de 100 000 à 1 million est même plus complexe que la tranche de 10 millions à 50. Parce que là, T'as tu trop de commences à. levier. Comment T'as trop de leviers, tu commences à avoir assez d'argent pour déclencher tous les leviers possibles. Tout le monde te fait confiance, tu as une certaine crédibilité, tu peux lever de l'argent auprès de tout le monde, que ce soit business angel, ami, love money, tu peux tout faire. T'as plus vraiment de problème et t'as assez d'argent pour acheter ce que tu veux dans tous les cas. Ouais. Et- Qui dit network à T'es 10 tranquille. millions, dit network à 10 millions, dit aussi network à 10 millions. Effectivement, tu peux lever ce que Là, tu veux. là c'est bon. Donc, ouais, pour moi, le plus dur, c'est 100 000 à 1 million. Et Ouais. 1 million à 10 millions. Et après 10 millions, t'es tranquille. Ouais. On va dire là, ça Ouais. commence à être pas mal. Tu peux, Ah oui, 10 tu peux millions, faire de t'as belles choses. maison principale, maison secondaire, l'appart, les toys, les jouets. Parce que mine de rien, même 1 million, hein, si tu fais n'importe quoi, ça va vite. Hein. 1 million, ça peut c'est- aller vite, ouais. 1 million, pour moi, ça me paraît quand même assez faible dans le sens où ça peut aller extrêmement vite. Ah Tu peux oui, tout dépenser en très peu de temps. hein, T'es et- pas à la retraite. Hein. Ouais, t'es clairement pas à la retraite. Bah, au ça début. dépend. Ça dépend comment il est dépensé finalement cet argent. Si c'est dépensé pour du business, ça va très très vite parce qu'au final, aujourd'hui, on le voit. Des investissements business, c'est à coût de 10 000, 5 000, 20 000, etc. Par contre, en perso, je pense que ça peut prendre quelques années. Bon, pas tant que ça, Mais peut-être après- 7-8 ans. Le Mais problème, c'est qu'on est entrepreneur. Aujourd'hui, on pense plus en perso. Moi, ma vision de pensée n'est pas la même oui, que quand j'avais 15 ans. Aujourd'hui, 1 million, c'est forcément lié au business. C'est pas uniquement pour aller dépenser en perso. Tu as des immobilisations qui doivent se créer dans tous les Ah cas oui, parce mais- que tu t'investis dans différentes choses. Donc, Je suis c'est d'accord. pour ça qu'à mon sens, 1 million, c'est faible. C'est sûr, si je pense qu'à ma vie, mon lifestyle, mon quotidien, c'est assez important. C'est ouais, je c'est suis pas mal. d'accord. 1 million, c'est vrai qu'en business, c'est trop faible. Mais ça, c'est marrant parce que c'est un peu. Bah, je pense tous quand on s'est lancé dans le business, on voyait les premières personnes qui faisaient 100 000 euros de CA, etc. On se disait, wow, 100 000 euros, CA, on va ça veut devenir rien dire. riche. Le CA, on s'en bat les couilles. Oui, oui, CA, ça veut Mais oui, vraiment mais sauf rien que dire. le problème, quand t'es débutant, t'as pas cette notion du CA. CA, c'est un peu égal à confonds tout, bénéfice, ouais, c'est ouais, flou, quand même. c'est 100 000 euros, c'est passé sur un compte. Mais c'est vrai qu'au final, même 1 million, au final, je pense que ça reste très faible, businessment parlant. Ouais. Puis l'effet cumulé. Je pense que ça peut te prendre littéralement genre 15 ans de ta vie à atteindre ton premier million. Mais une fois que tu as fait ton premier million, faire le deuxième, ça peut te prendre 6 mois. Ça, Ouais. tu vois, j'en suis persuadé. Donc ça veut dire que si tu regardes la courbe, ça prend du temps. Mais quand ça monte, mec, et plus t'as d'argent, plus t'en fais. Ça, c'est pas. Ça, c'est C'est clair. vrai. Pour le coup, ça, c'est pas une légende. C'est la réalité. Ok. C'est vrai qu'en plus, c'est marrant. Hier, on était en voiture, on en discutait. Je lui disais, c'est vrai que l'argent attire l'argent. C'est un truc tout bidon. Mais tu vois, par exemple, les vêtements de marque. Bon, je pense qu'on est un peu tous dans la même mentalité. On porte pas forcément des choses vraiment de marque ou pas, en tout cas, match vu. Mais je pense le fait d'avoir une petite Rolex au poignet, d'avoir des vrais vêtements de marque, ça pourrait te crédibiliser auprès de certaines personnes. Et en plus de ça, avec un bon discours, même pas un bon discours, c'est juste notre façon de parler, ça pourrait t'ouvrir vraiment Ah ouais, moi, des je l'ai vu. opportunités. À Dubaï, je l'ai vu. Une Rolex, c'est un peu la montre du pauvre de nos jours, Ouais. surtout à Dubaï. Mais une belle montre, c'est une Audemars, une Patek, Oui. une RM. Là, de suite, naturellement, tu prends la personne de notre niveau parce que tu te dis, bon, est-ce que c'est une vraie ou pas? Ça, c'est autre chose parce qu'il y a aussi beaucoup de fake, hein, malheureusement. Mais ouais, naturellement, ce que la personne dégage, c'est comment elle se tient. Une personne qui se tient droit, Mm. qui est musclée, qui a une belle carrure, une belle montre, qui prend soin de lui, une beau sourire. Ah, t'as envie Toi, de faire quoi. du business avec. Non, mais moi, personnellement, pourquoi je suis comme ça? Parce que je sais que je ferai du business avec une personne comme ça. Tu vois? Mm. Donc Mais il c'est faut, vrai, hein. il faut attirer ces personnes-là, les provoquer, mais c'est trop important. Alors oui, il y en a qui vont dire, ouais, le physique, il n'y a pas que ça. Machin. Oui, si tu veux, mais naturellement, on juge une personne à comment elle est physiquement, à comment elle s'habille, si elle te regarde droit dans les yeux quand elle parle, est-ce qu'elle file le regard,
Est-ce que tu vois, il y a plein de choses qui sont super importantes et qui fait que tu vas réussir ou pas dans ta vie, dans le business, dans tes relations, dans plein de choses. C'est clair. Ouais, l'image que tu dégages, ça fait tout. Hein. Sur une association, sur la confiance que tu portes aux gens. Et je sais pas si vous saviez, mais je l'ai lu d'ailleurs dans un livre il y a pas très longtemps. Il s'appelle Convaincre en moins de 2 minutes, le livre. Et en gros, ça explique que en fait, l'avis, le jugement qu'on porte sur une personne, il se fait sur les 10 premières secondes. Ça veut dire que si tu vois quelqu'un arriver avec un beau sourire, comme tu disais, un peu confiant, carrure, épaules, etc., c'est vrai que ça donne beaucoup plus confiance que quelqu'un qui arrive. Chétif, qui se tient par droit, comme ça. Mais Normal, vraiment, tu peux pas bosser avec ça. vraiment, les 10 premières secondes, c'est les plus importantes. Bah oui. Ouais. Bon, les gars, Ouais. bon podcast, c'est l'heure des call to action. Anwar, est-ce que, de toute façon, je mettrai tous les liens de My Better Period. Vos réseaux, est-ce que c'est vous êtes cool. sur les réseaux un petit peu Ouais, personnellement, on pourra mettre juste My Better Period. C'est vrai que je travaille pas forcément mon personal branding. Après, si certains veulent me suivre, je m'appelle Anwar Bouiba, du coup, sur. Je mettrai ton Insta aussi. My Better Period et l'Insta d'Anwar. Ouais, voilà. D'autres call to action ou on a tout pour te retrouver sur les réseaux? Pardon? Je sais pas Tu écouté. veux d'autres call to action ou on a tout aussi? Ouais, My Better Period, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Mais franchement, ceux qui veulent avoir certains conseils, etc., ils peuvent ne pas hésiter à me contacter en perso. Ouais. C'est Tout avec ce qui est grand plaisir. si, Tout ce qui est voilà. startup, tout ce qui est e-com, franchement, c'est avec grand plaisir. J'adore échanger avec les gens, partager Ok. de la value. Cool. Ça me pose aucun souci. William? Moi, pareil, sur Instagram, je travaille pas forcément énormément en personal branding, même pas du tout. Ouais. Mais potentiellement un jour, on verra. Mais pareil, si quelqu'un a besoin de conseils, de questions, Instagram, William Lutti, quoi. Allez, c'est cool. Bon, merci les gars à vous Merci. pour ce premier podcast. Hein, je pense que c'est le premier d'une longue série. Ouais. Donc voilà, c'est ancré. Ça sera vous Ouais. les premiers. Et comme on dit, Inch'Allah, peut-être qu'on s'en fera un nouveau d'ici quelques mois, quelques années, Carrément. pour voir le chemin parcouru. C'est clair. Bon les amis, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Premier podcast, comme vous l'avez vu, c'était des guests super sympas. Et donc je vous promets pas de faire des podcasts tous les 2 jours. Je pense que ça va être peut-être tous les mois. Je verrai, suivant les invités, je vais vraiment vous proposer de la qualité. Mais en attendant, appréciez celui-là, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, envoyez de la force. C'était Bastien et je vous dis à la prochaine.